Je coordonne l'activité La Plume sur la délégation 35. Donc c'est une activité d'accompagnement à l'aide rédactionnelle et puis c'est une activité qui s'oriente de plus en plus vers effectivement l'administratif et l'administratif numérique. Donc c'est un peu dans ce cadre-là que nous sommes confrontés au numérique. Et nous désirions porter ce sujet-là pour faire le point. Donc nous recevons Pierre Mazet, ça se passera en 2 temps. Un premier temps de conférence d'ouverture avec Pierre Mazet, qui est chercheur en sciences sociales. Je vous laisserai vous présenter plus largement, et qui nous fera un panorama sur la dématérialisation des services publics et les conséquences en termes d'inclusion ou d'exclusion. Et dans un second temps, nous aurons une table où nous pourrons échanger sur une situation bretonne, le numérique, où nous pourrons faire un diagnostic, un constat sur, disons, l'offre numérique et puis aussi l'éloignement numérique. Et puis nous aurons des intervenants du conseil départemental et puis de Rennes Métropole et Ville de Rennes, où nous pourrons échanger sur, nous aurons la présentation des dispositifs en réponse à cet éloignement numérique. Donc si je pense que le sujet est bien posé, Pierre, je vous laisse vous présenter et puis présenter cette... Alors, initialement, il était prévu une intervention de 45 minutes, et dans nos échanges, je pense que 40-35 minutes serait bien. Et puis après, un temps d'échange, questions-réponses, pour effectivement échanger sur ce panorama global de la dématérialisation des services publics. Donc voilà, je vous laisse la parole. Directement, d'accord. Vous m'entendez bien parce que j'ai une voix un peu sourde, c'est le matin, et voilà. C'est pas toujours facile de m'entendre, je vais essayer de parler distinctement. Du coup, je suis Pierre Mazet, je suis chercheur en sciences sociales et notamment chercheur d'un gros dispositif programme de recherche-action basé en Bretagne qui s'appelle le Lab Accès, dont l'objet de recherche principal est l'accès au droit dans un contexte de dématérialisation des services publics. Ça tombe un peu un point nommé, qui est hébergé par un laboratoire d'innovation publique de Bretagne qui s'appelle le TILAB, un laboratoire qui est cofinancé État et région, et qui est basé dans les locaux pas très loin d'ici. Et on travaille depuis 2016-17 sur cette question-là. On fait des recherches sur l'animation territoriale, on met en place des outils, on accompagne les acteurs, on fait du design de services publics, on réfléchit avec les acteurs et les gens dans certaines organisations, comment on a aménagé des accueils, enfin, il y a des choses assez diverses et variées. Et moi je viens d'une thématique qui s'appelle le non-recours au droit, sur laquelle j'ai travaillé pendant plus de 10 ans, voire un peu plus. Et j'ai fait un travail de thèse en sciences politiques sur la qualité dans les caisses d'allocation familiale. Ce qui veut dire que ça fait quand même bien longtemps que je traite dans les organismes de sécurité sociale et dans la relation aux usagers. Pour répondre assez directement, alors oui, on s'est dit que c'était quand même mieux de plutôt que d'utiliser simplement un discours magistral descendant pendant 45 minutes qu'elle allait vous plomber, de raccourcir un petit peu et puis qu'on puisse avoir un petit temps d'échange à la fin. Parce que si je fais un panorama, forcément je ne vais pas traiter toutes les questions, c'est trop vaste et que c'est quand même plus intéressant et plus pertinent que vous puissiez. Voilà, je fais très large et puis vous venez poser des questions un peu précises à la fin pour apporter des points de détail ou des réponses que j'aurais sur des choses que j'aurais pas pu dites. Ouais. Alors je commencerai bien, histoire d'avoir c'est de résumer l'intervention, il faut trouver l'ordre à la limite. On est plutôt parti en haut à gauche. Il y a quelques années, je vais revenir sur une perspective un peu historique sur dans quel terme ça s'est fait, à quelle vitesse et autres. L'objectif, ça serait peut-être de devenir un héros. Là, c'est un film qui s'appelle Matrix, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais où il est passé dans la trame d'un monde totalement numérisé, pour faire très rapidement. Je ne suis pas un exégète de Matrix. La réalité, c'est plus souvent le film de Ken Loach là qu'on voit en bas. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Moi, Daniel Blake, où il est obligé à un moment pour faire sa demande Pôle emploi, on va dire, en l'occurrence parce qu'il est au chômage, de faire sa déclaration, sa demande par ordinateur, par internet.
Et non seulement il sait pas faire, et la dame elle est là pour l'aider un petit peu, mais en fait elle est pas là pour l'aider, je sais pas si vous avez vu le film, mais dans cette séquence-là, elle se fait houspiller par son responsable qui lui dit qu'il faut pas aider les usagers. Donc elle est obligée de repartir, et elle a juste le temps de lui dire non mais déplacez la souris à l'écran. Et, ne rigolez pas. Ça peut arriver à tout le monde, et pour le coup je l'ai vu dans certaines structures associatives en France. Donc voilà, quand on sait pas, et voilà, il place la télé à l'écran. C'est un peu de résumé de la problématique en quelques images. Si on regarde un petit peu rapidement, on ne va pas faire partout le détail, mais ce que sont les caractéristiques alors, de la dématérialisation de la relation administrative, je l'ai mis entre guillemets. Quand on parle de dématérialisation, on ne sait pas très bien ce qu'on met dedans, comme souvent. Ça recouvre des choses assez différentes. C'est un processus technique qui permet de numériser l'ensemble d'un processus, finalement, qui porte sur l'intégralité d'un processus, d'une démarche, d'un dossier ou autre. C'est quelque chose qui est... en fait, quand on parle de dématérialisation, on comprend aussi un peu la numérisation et puis on comprend un peu l'informatisation. L'informatisation dans les services publics, elle est beaucoup plus ancienne que ce qu'on appelle la dématérialisation en tant que telle. Quand on avait des dossiers informatisés, on était dans de la numérisation, puisque c'est du code binaire, etc. Mais on ne parlait pas de dématérialisation, qui est un terme qui est vraiment pour, non pas le fait qu'on ait du papier, un dossier informatique, puis des gens qui remplissent, par exemple, mais le fait que l'intégralité du processus soit directement numérisée. C'est le fait qu'on saisisse directement dans le dossier. Là, on est dans un processus qui est dématérialisé. Tout n'est pas dématérialisé parce qu'on a des processus, en l'occurrence, qu'on commence sur ordinateur, mais qui suppose qu'on fasse une impression, et puis qu'on rescanne, etc. Donc en fait, on dématérialise et on rematérialise un petit peu tout le temps. Initialement et au début, la dématérialisation, donc le phénomène de numérisation, il se déroulait surtout en back-office. C'est-à-dire que c'était à l'intérieur, dans les bureaux des administrations, on va dire, il y avait des tas de choses qui étaient numérisées, mais nous, usagers, on n'était pas au courant. Éventuellement, ça accélérait le processus, on s'en rendait pas compte. L'informatisation des dossiers, c'est quelque chose qui a permis d'aller beaucoup plus vite. La carte vitale est typiquement un processus de dématérialisation, même si c'est sous une forme matérialisée, mais on n'a plus à envoyer des fiches maladie, on met notre carte et il y a un processus dématérialisé derrière. Il y avait beaucoup qui étaient sur le back-office. Ce qui a changé depuis quelques années, surtout autour des années 2015, c'est que c'est dans la relation aux usagers qu'on a dématérialisé des choses. C'est le fait que les usagers doivent faire eux-mêmes des choses en ligne. Non pas que ce soit après dans les services, ce qui nous échappe, mais que pour avoir l'information, il faut aller sur Internet. Si on veut prendre un rendez-vous, il faut aller prendre un rendez-vous sur Internet. Même si c'est pour avoir un rendez-vous physique, justement parce qu'on n'aime pas Internet, du coup, avec les aberrations habituelles. Quand on veut déclarer des droits ou faire une demande de droit, il faut aller sur Internet. Voilà. Là, ce phénomène-là, donc dans la relation aux usagers, il y a eu vraiment tous les services publics. Quand je dis services publics, c'est un sens très générique, hein, pas simplement ceux de l'État, aussi des organismes de sécurité sociale. On pourrait mettre aussi des services commerciaux, parce que c'est pareil pour la banque, ça va devenir pareil pour la poste. Voilà. Mais il y a eu une amplification à partir du milieu des années 2010. Un bon exemple de ça, c'est le plan nouvelle préfecture, et puis pour les cartes grises, vous devez être au courant, là pour le coup, il y a eu des matérialisations intégrales, c'est-à-dire que les guichets sont fermés, donc vous ne risquez pas d'aller vous faire aider. Là, il faut aller faire sa demande de carte grise sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés, c'est quelque chose de sec et sans appel. Quelque chose qui est caractéristique de la manière dont ça s'est fait en France, c'est que c'est devenu obligatoire assez rapidement et sans être vraiment annoncé. Il y a certains pays sur lesquels je bosse notamment, mais la Suisse par exemple, alors au niveau cantonal, dans la Suisse francophone, ils vont beaucoup plus doucement sur ce processus on appelle digitalisation, mais ça revient à peu près au même. Et il est posé maintenant dans la Constitution au niveau du canton de Genève, par exemple, qu'il y a l'obligation d'offrir un canal physique, c'est-à-dire qu'il est obligatoire de maintenir un canal physique ouvert. En France, ça ne s'est pas du tout fait comme ça. Le défenseur des droits l'a beaucoup dénoncé depuis de nombreuses années par des rapports, des interventions et autres. Mais globalement, et de manière assez insidieuse, on est passé de « vous avez la possibilité de faire des choses par Internet » à « vous êtes obligé de faire des choses par Internet ».
Il y a quelques années, on avait des déclarations d'impôts sur un bon exemple, ça a commencé en 2003, je crois. On avait la possibilité de faire cette télédéclaration, en l'occurrence d'impôts, et on gagnait même 30 € à l'époque, où j'étais en France. Là, sur je ne sais plus combien d'années, mais ils avaient annoncé que le Covid a déplacé, mais je crois que pour cette année, c'est un petit peu déplacé, mais ça va devenir payant de ne pas le faire en ligne. Mais les impôts l'ont quand même fait sur presque 20 ans. Mais ça montre bien qu'on est passé d'un canal supplémentaire, en plus du canal physique avec des agents, au canal téléphonique, passant par des plateformes, à des bornes. Parfois, il y a des choses qu'on peut faire par borne, alors pas pour les impôts, mais pour l'assurance maladie et autres, etc. Voilà, il y avait un canal en plus qui permettait de faire des économies de coûts de gestion, parce que c'est quand même le motif, le mobile principal de tout ça. On a fermé tous les autres canaux. Ça s'est fait de manière concomitante d'un retrait des guichets physiques d'accueil, en particulier dans le monde rural, sur les territoires ruraux, qui a quand même un petit lien avec la crise des Gilets jaunes, si vous vous souvenez. Il y avait aussi quand même ce sentiment d'abandon et de désertification des services publics qui était très fort là-dessus, qui crée une inégalité territoriale très forte, parce que quand on habite dans les centres préfectures, on a encore des grands organismes de sécu et la préf et tout ça. Les sous-préfectures confirmées, les permanences CAF, CARSAT, tout le monde confirmé en territoire rural, c'est pas la même. On ne peut pas aller au guichet, sauf aller à Rennes quand on habite en pays brosséliand, du plus loin. Donc ça a créé très clairement une inégalité. Et ça s'est fait de manière assez subreptice. Il y a des pays qui l'ont annoncé, qui l'ont posé dans la loi. Maintenant, on digitalise toute notre administration, le Danemark en particulier. Ça devient obligatoire en laissant le choix aux gens d'être accompagnés ou pas pour le faire, en créant une boîte mail d'État publique avec les services de la Poste. Et en demandant, c'est obligatoire, nous le faisons, on le pose dans la loi et on met en place de l'accompagnement. En France, ça ne s'est pas du tout fait comme ça, pour le coup. Et donc, il y a des accompagnements qui se mettent en place, on va voir, il y a des dispositifs qui sont là pour aider les gens à faire leur démarche administrative en ligne et un peu plus. Dans la table ronde, vous verrez qu'il y a plein de choses qui se font. Et ce qui est important, c'est que ce n'est pas la dématérialisation en tant que telle à laquelle il faut adresser des critiques, parce que le processus technique, il n'est pas là pour faire bien ou pas, c'est un processus technique. Par contre, c'est la manière dont on a mis en place l'accompagnement ou pas, l'anticipation ou pas de ce passage à on dématérialise tout d'un seul coup, sans se poser la question de qui sait faire, qui sait pas faire, qui veut, qui ne veut pas, en laissant absolument pas le choix aux usagers en l'occurrence, d'utiliser ces canaux-là ou pas. Enfin, voilà, ça s'est fait de manière assez précipitée. Les défenseurs des droits disaient un train lancé à marche forcée, c'est beaucoup comme ça que ça a été reçu localement par les acteurs. Et puis ce contexte très spécifique, c'est qu'on aurait pu le faire aussi sans fermer les guichets d'accueil physique. Voilà. Donc tout en un, ça fait quand même un effet de choc assez fort. Et puis les gens, a priori, laissés sur le bord de la route, on va voir un peu ce qu'on peut en dire. Les effets sur les publics. Je ne vous ai pas donné de chiffres parce que les chiffres ne disent pas grand-chose si on ne prend pas le temps de les détailler, de les analyser, de rentrer dedans. Donc je ne sortirai pas les 13 millions. L'État a beaucoup communiqué là-dessus, sur les 13 millions de personnes éloignées du numérique. D'abord, c'est des chiffres qui sont datés parce que tout date vite, c'était avant le Covid. Le Covid a eu un effet d'accélération et de prise de conscience de notre rapport au numérique. Et puis pour certains, ça les a poussés à s'y mettre. En particulier, pouvoir échanger avec la famille, passer par des réseaux sociaux, utiliser Skype, utiliser de la visio. Il n'y aurait pas eu le Covid, on ne serait pas du tout à ce niveau d'usage numérique en France, comme partout. Et là, il n'y avait pas le choix, on était tous chez nous. Ceux qui ne maîtrisaient pas ça, ils étaient vraiment en retraite, plein de relations sociales, pour le coup, par Internet. Donc je ne vous ai pas donné de chiffres. En plus, c'est une chose qui est importante d'avoir en tête. Le rapport qu'on a au numérique et le rapport qu'on a au numérique administratif, c'est pas du tout la même chose, en l'occurrence. On peut tout à fait savoir utiliser des réseaux sociaux, du Skype, pour aller regarder l'adresse d'un bon restaurant, et pas du tout avoir envie de faire ces démarches administratives en ligne pour plein de raisons. D'abord parce que c'est de l'administration. Donc c'est une langue administrative, je ne parle même pas des allophones. Enfin, vous voyez, c'est déjà compliqué pour nous. Enfin, on le sait, mais c'est déjà compliqué pour nous de comprendre le langage administratif. Vous imaginez pour des gens qui parlent pas français, enfin qui apprennent le français. C'est quand même une langue en tant que telle, c'est une langue juridique,
des travaux, des annonces de travaux sur la simplification du langage administratif qui existent depuis à peu près 40 ans, on n'a pas attendu le numérique, qui n'ont à peu près jamais abouti, parce que quand on reçoit une lettre de trop perçu CAF, c'est rédigé exactement de la même manière que dans les années 90, aussi menaçant, aussi incompréhensible qu'avant. Donc c'est vraiment, le numérique administratif, c'est pas le numérique. On peut savoir faire des trucs avec des outils numériques et être complètement paniqué quand il faut faire une démarche administrative, et c'est même la plupart des cas, enfin la plupart du temps le cas en fait. Quand on regarde les gens qui ont besoin d'accompagnement, il y a effectivement des gens qui sont très très éloignés de la manipulation des outils, voire pas du tout, mais il y a un gros ventre mou, si on peut dire, de personnes qui ont besoin d'être rassurées dans la démarche qu'elles font, pour être sûr qu'elles ne font pas de bêtises. Parce que du coup, sur une carte grise, bon, c'est un effet qu'on n'a pas le bon numéro, qu'après ça va être un peu papotant de corriger l'erreur éventuellement. Quand on est sur des droits sociaux et des ressources dont vous dépendez directement, pour des allocations familiales ou autres, ça n'a pas du tout le même impact sur vos vies. C'est-à-dire que si vous trompez dans ce que vous dites, et que la CAF prend votre erreur pour une tentative de fraude, vous êtes bloqué dans vos droits, vous n'avez plus de ressources. Donc autant vous dire qu'on va être sûr, quand on appuie sur le clic entrée, qu'on a mis les bons trucs. Voilà. Donc il y a un besoin de réassurance qui est quand même très très fort et qui est très, très spécifique. Ce que ça entraîne, donc, cette thématique, c'est on a du jour au lendemain, il est devenu obligatoire d'abord d'être connecté, donc d'avoir le matériel de la connexion pour, aussi bien du matériel, un smartphone, un ordinateur, une tablette, qu'une connexion box ou autre. Quand on n'a pas beaucoup de sous, ça représente en l'occurrence. Les abonnements ne sont pas très chers en France par rapport à d'autres pays, 40 ou 50 euros pour des ménages qui n'ont pas beaucoup d'argent, c'est une somme importante. Donc il y a des gens qui peuvent avoir un smartphone, mais qui n'ont pas d'unité pour avoir de la connexion en ligne, par exemple. Ça aussi arrivé. Et puis il était attendu que les gens savaient faire. C'est-à-dire que tout le monde est connecté, il y a 10% de Français qui ne sont pas connectés, mais tout ça, ça va venir. Le postulat, c'était que si vous mettez des outils dans la main des gens, ils vont se les approprier. On appelle ça un processus d'appropriation des technologies. On laisse ça en fait aux individus. De toute façon, le marché va faire le travail et les gens vont s'y mettre d'eux-mêmes. Enfin, pas du tout, en réalité. Et encore moins pour les questions administratives, comme je vous le disais. Mais très rapidement, en fait, les services publics ont considéré que tout le monde savait faire et a été équipé pour. Ils ne se sont pas posé la question, etc. Donc c'est ce qu'on nous, au Lab-Accès, on appelle des exigences numériques. On pense que tout le monde sait aller sur Internet, comprend ce qu'il y a dans les cases, est capable d'avoir une boîte mail s'en servir, aller regarder dans les spams, ne pas se faire spammer, ne pas se faire fiser, comprendre ce que c'est qu'un compte administratif, créer une identité numérique. Enfin, tous ces trucs-là sont en fait implicites. C'est pas simplement je suis connecté ou pas, c'est être capable de comprendre comment ça marche Internet, ouvrir des fenêtres, aller chercher des pièces justificatives qui ont été numérisées dans le bon fichier dossier. Tout ça, en fait, pour la plupart des démarches administratives, est implicite. Et on a besoin de faire tout ça. C'est pas simplement aller sur le site de la CAF. Une fois que vous avez ça, vous n'avez rien fait. Il faut que vous repériez sur le site de la CAF, il faut que vous tapiez le bon numéro, il faut que vous alliez chercher des pièces dans votre ordinateur. C'est pas simplement allumer l'interface. C'est plus complexe que ça. Les personnes assez naturellement ont été mis en difficulté par cette dématérialisation. Les personnes peu à l'aise avec le numérique, c'est logiquement. Quand on regarde comment ça se distribue socialement, les variables, comme on dit, c'est les caractéristiques qui sont le plus liées avec le fait de ne pas bien utiliser ou pas du tout utiliser des outils numériques, c'est l'âge. On voit qu'il y a alors la barrière de l'âge, la classe d'âge, elle évolue très vite. Il y a 7-8 ans, c'était à partir de 65 ans qu'on voyait dans les statistiques que les taux d'usage baissaient. Et puis petit à petit, ça se décale. On est plutôt autour, là, on va voir la prochaine enquête du CREDOC ou de l'INSEE, mais on voit bien que ça se déplace à plus de 70 ans, plutôt 72. C'est le moment où il y a vraiment un décrochage. Toutes les personnes qui arrivent à la retraite aujourd'hui, elles ont souvent fait de l'informatique dans leur travail, en fait. Donc elles sont plus à l'aise que les personnes précédentes. Mais bon, à raison de l'âge, on voit qu'il y a un lien qui est fort. Le niveau de diplôme aussi, moins on est diplômé, moins on est connecté. Et il se trouve aussi que, de manière globale, les personnes âgées sont moins diplômées que les personnes plus jeunes, parce qu'il y a un effet de passage au bac massif dans les années 60, 70, etc. Donc il y a une double corrélation. Et puis il y a aussi le niveau de ressources, qui fait que les personnes plus précaires, avec moins de ressources financières, sont aussi moins connectées, et elles sont souvent aussi moins diplômées. Donc en fait, les deux vont ensemble. Donc très typiquement, quand vous dématérialisez d'un coup, toutes les personnes âgées qui n'ont jamais touché un ordinateur de leur vie, elles se retrouvent en carafe et ne savent pas faire. Voilà. Ça, on aurait pu se poser la question avant, on n'a pas fait.
Il y a aussi donc, des gens qui sont pas à l'aise avec l'administration tout court, c'est ce que je vous disais. Encore une fois, pour avoir fait beaucoup d'accueil et d'accompagnement et d'observation, il y a des tas de gens qui ont des smartphones et qui viennent se faire accompagner par des démarches numériques. Mais énormément, c'est même la majorité en fait. C'est pas des gens qui manipulent rien, c'est des gens qui veulent être sûrs qu'ils font pas de bêtises. La dimension de réassurance, sur une enquête qu'on vient de faire récemment, quand on demande au public pourquoi ils viennent alors d'abord pour être aidés dans des démarches du quotidien, et le deuxième truc qui vient presque à l'égalité, c'est qu'ils ont besoin d'être rassurés, en l'occurrence. Donc quand on demande à ceux qui font ça, c'est-à-dire des conseillers numériques France Service, on vous en parlera peut-être un peu après, c'est vraiment quelque chose qui est très fort. Ce que j'appelle la double peine là et qui a été mise en évidence, c'est que plus on est précaire, moins on est diplômé, plus on a des droits, moins on est connecté, donc plus on est éloigné par la dématérialisation. Il y a un effet de double qui peut être une triple peine quand on est une personne seule, une quadruple peine quand on est allophone, quand en plus on est étranger, etc. En clair, ça profite surtout aux personnes riches qui n'ont pas besoin des services publics, le net. Comme d'habitude, les personnes plutôt pauvres et en galère, elles ont plus de démarches à faire parce qu'il y a quand même pas mal de droits sociaux en France et elles sont beaucoup plus éloignées à cause de ça. C'est ce que je disais dans mon langage sur la mécanique de l'éligibilité aux droits sociaux. Plus on est précaire, plus on a des droits sociaux en France, qui est une bonne chose, mais plus ça devient compliqué parce qu'on a moins de chances d'être connecté quand on est plus précaire. Et puis alors il y a un truc caractéristique là pour la France, mais particulièrement en France, c'est qu'il y a eu une prise de conscience de la fracture numérique à cause de la dématérialisation. C'est-à-dire qu'avant la thématique n'intéressait pas beaucoup l'État. Il y avait, c'était des chercheurs qui bossaient dessus, on en parlait ici et là. Il y a eu ce mouvement de dématérialisation un peu à tout crin. Et puis là, et les associations, et les travailleurs sociaux, et les défenseurs des droits, tous sont arrivés en disant mais bon, on n'est pas con, c'est un moment, on passe le temps à accompagner des gens qui ne savent pas faire maintenant. On s'est rendu compte qu'il y a un état de la fracture numérique parce qu'il y a eu une très grosse dématérialisation des services publics. Autrement, on pourrait dire que ça aurait... D'ailleurs, si on avait conservé des formats papier et des guichets d'accueil physique, les personnes qui n'étaient pas à l'aise avec auraient continué d'aller là et du coup on n'aurait pas thématisé la question de la fracture numérique parce qu'il y avait la possibilité de faire autrement. Comme on n'a pas la possibilité de faire autrement, par conséquent forcément on se rend compte qu'il y a des gens qui ne savent pas faire. Ce qui veut dire que plus on va dématérialiser le service public, plus on va se rendre compte qu'il y a des gens qui ne savent pas faire. Quand ça concernait que Pôle emploi, il y avait des gens qui étaient en recherche d'emploi pour lesquels on se rendait compte. Quand ça va venir pour les impôts pour tout le monde, ça va être la totalité des ménages imposables. Quand c'est la NTS, c'est tous ceux qui veulent un permis de conduire. Et comme ça s'étend, maintenant c'est pour un billet de train et autres, voilà, il y a un moment où il y a un objectif de dématérialiser 100% des démarches administratives, ce qui ne veut à peu près rien dire, parce que personne ne sait combien il y a de démarches administratives en France, même pas l'État. Mais cette espèce d'objectif-là, quand on sera arrivé à saturation, c'est-à-dire que pour la moindre démarche, on est obligé de savoir faire, là on va se rendre compte vraiment. Il peut y avoir des niches, des endroits où il était encore possible d'y échapper, ça va devenir de moins en moins impossible. Qu'est-ce que ça a créé comme effet sur les acteurs qui reçoivent des publics? Parce que c'est quand même beaucoup venu là, et je pense que vous êtes parmi ces acteurs-là. Vous accompagnez des gens, pour le coup. Le premier effet, comme ça avait été très, très peu anticipé et préparé, c'est que c'est beaucoup des acteurs de premier niveau qui ont alerté là-dessus. Qui ont dit qu'ils voyaient émerger des demandes d'aide numérique à des endroits où ils avaient l'habitude de faire de l'accompagnement administratif, les secrétariats de mairie et autres, mais où là, maintenant, ça supposait d'être sur un ordinateur ou un matériel connecté pour le faire. Très fort dans les accueils mairies, les travailleurs sociaux, ça a posé beaucoup de questions et c'est toujours pas réglé. Les bibliothèques, médiathèques, qui sont clairement les acteurs pour le coup qui ont vu arriver le plus de demandes, notamment parce que très souvent, ils ont des espaces libre-service un petit peu où les gens peuvent venir se connecter et pas simplement rechercher dans la base de données de la bibliothèque, mais très souvent les médiathèques, c'est des médiathèques, elles avaient des espaces où venir se connecter. Elles se sont retrouvées avec des gens qui venaient et qui demandaient aux bibliothécaires comment je fais pour répondre aux trucs de la CAF. Les bibliothécaires ne sont pas du tout formés à ça posait plein de problèmes, voilà. Et ça entraîne des choix locaux qui sont assez différents, même si les bibliothèques, c'est quand même souvent municipal ou des collectivités. Donc il y a des bibliothèques qui se sont engagées là-dessus, d'autres qui ont freiné des 14 pieds en disant c'est pas notre travail. C'est pas une grande unité, mais c'est quelque chose qui a été thématisé quand même souvent. Ceux qui sont identifiés comme médiateurs numériques, qui étaient là plutôt pour accompagner les gens vers le numérique d'une manière globale, ils se sont retrouvés surchargés de demandes qui étaient liées à l'administration, et ça n'est pas fini. On pourra en parler savamment, et Antoine nous en parlera. Ils sont encore et toujours ces médiateurs numériques, qui est un métier pas défini, pas diplômé, pas formé, c'est vraiment des interstices
d'une évolution de contrats aidés au fil des années, qui étaient des animateurs multimédia avant. Voilà, il y a plein de personnes qui sont en situation de médiation numérique, mais c'est pas un métier en tant que tel. En revanche, tous là où ils sont, on leur demande d'accompagner aux démarches administratives, et généralement ça les agace, pour le dire gentiment. Et puis il y a toutes les associations accompagnant divers publics, précaires ou pas, personnes âgées, allophones, femmes victimes de violences, que sais-je. Parce que dès qu'il y a des démarches administratives à faire, maintenant elles se font sur le numérique. Ils ont dit, nous on n'est pas équipés, on ne sait pas faire, nos agents, les bénévoles, ils ne savent pas faire non plus, eux-mêmes, enfin, etc. C'est l'un des effets qu'on note, c'est que ça a aussi mis en évidence, c'est ce que je disais sur la facture numérique, les personnes qui sont en position d'aidant ne sont pas forcément formées aux aidés numériques, parce que dans les travailleurs sociaux n'ont pas de formation d'outils numériques. Ils ont fait, on suppose que ça va être ça aussi, ils n'ont pas eu de formation sur Internet ou sur les smartphones. Il n'y a aucun métier où on vous forme sur les smartphones. Et comme vous avez quelqu'un qui arrive avec un smartphone sur le truc de la CAF ou de la CARSAT, il faut que vous soyez agile dans la manipulation du smartphone, etc. Il n'y a pas de formation à ça. Il y avait des formations à l'informatique et à la bureautique. La formation à l'Internet, c'est rarissime. Enfin, c'est pas que c'est rarissime, c'est que ça n'arrive pas. Personne n'a des formations à l'Internet. Et si je faisais un sondage là avec vous sur 2-3 trucs un peu basiques d'Internet, je pense qu'on aurait des surprises assez rigolotes. Comment c'est construit Internet, c'est quoi la différence entre le web et Internet, les boîtes mail, comment ça marche. Il y a des tas de choses où il n'y a pas d'éducation à ça. Les gamins, enfin les adolescents ou les jeunes l'ont un petit peu par le biais de l'éducation nationale, de manière un peu hétérogène malgré des trucs. Enfin, il n'y a rien de l'éducation nationale, c'est pas emparer de ça en exigeant qu'il y ait un niveau de compétence numérique des jeunes qui passaient par le système scolaire. En plus, c'est quelque chose qui évolue tout le temps. C'est aussi une problématique propre numérique, c'est que c'est pas du vélo du tout, quoi. Ça bouge tout le temps. Donc, si vous arrêtez de manipuler les outils numériques pendant un an, vous allez voir qu'il va falloir pédaler pour rattraper le retard, parce que tout aura énormément bougé très vite. L'informatique de base, le bureautique, c'est des logiciels, on s'y fait un peu, on sait manipuler sur les outils. Dès que vous allez sur Internet, tout bouge tout le temps. Les interfaces bougent, les applications bougent, les réseaux sociaux bougent. Enfin, ça ne s'arrête pas, ça va très vite. Donc il faut se former en plus en permanence. Ça s'est fait aussi sur les effets, donc là sur les acteurs, c'est que ça s'est fait sans ils n'ont pas été prévenus. Les usagers n'ont pas été prévenus qu'il y avait la dématérialisation, mais les acteurs qui accompagnent les usagers non plus. Il y a des territoires où la préfecture a fermé du jour au lendemain son service carte grise et a envoyé très tranquillement les gens qui venaient sur des lieux de médiation numérique sur le territoire sans prévenir ces territoires. Quand vous débarquez des gens qui étaient énervés parce qu'ils avaient attendu pour rien à la préf et qui venaient là en pensant que c'était la préf alors qu'ils étaient à l'EPN de Laval par exemple, et très énervés face à ces agents qui ne les recevaient pas tout de suite et pensant que c'était des agents de la préfecture. Ça ne pose aucun problème à la préfecture de faire ça, quoi. C'est quand même étonnant. Donc il y a vraiment, ça n'a pas été anticipé, il n'y a pas eu de formation aux interfaces, de base quand même, quand il faut accompagner. Donc l'État et ses organismes qui ont dématérialisé leurs relations, ils n'ont pas du tout embarqué les acteurs locaux qui s'occupent des publics d'une manière générale pour leur dire on va faire ça dans 6 mois. Est-ce que les personnes qui accompagnent elles sont au courant? Est-ce qu'elles maîtrisent l'interface? Comment ça marche? Tous ceux qui accompagnent découvrent généralement les interfaces administratives avec les usagers quand ils demandent quelque chose. Ils les accompagnent et puis ils regardent comment ça marche. Ils piochent dans ce qu'ils font pour eux-mêmes, généralement. Donc, quand on a fait ça des déclarations d'impôts, on peut un peu aider, même si ce n'est pas les mêmes cases. Voilà. Mais il y a des cas où c'est extrêmement technique d'un point de vue administratif, et puis ça ne correspond pas à ce qu'on fait pour soi. Quand on est aux minima sociaux, la personne qui accompagne, qui n'est pas de minima sociaux, c'est pas du tout comment ça marche, les déclarations trimestrielles de ressources, par exemple. Il ne s'agit pas de se tromper. Donc ça s'est fait vraiment sans concertation du coup avec aucun des acteurs. Ça a un petit peu bougé depuis, on verra, mais au début, dans de nombreuses années, il y avait rien. Et puis donc, les choses que ça a soulevé auprès de ces divers acteurs qui sont aussi bien des professionnels que des bénévoles, ça a posé la question des habilités numériques de ces acteurs-là, qui est resté une chose extrêmement taboue pendant longtemps auprès des agents publics, on va dire. C'est-à-dire qu'on disait les usagers ne savent pas faire pour ne pas se poser la question de est-ce que nos agents, à nous, ils savent faire ou pas. C'était un peu un truc par avant. Depuis, on s'en est rendu compte, parce qu'il y a eu un peu des enquêtes qui ont permis de montrer qu'à peu près 65% des agents publics n'étaient pas compétents numériquement. Ce qui veut dire qu'il faut former les agents publics à ça aussi, dans un monde qui est devenu intégralement numérique. Donc ça a permis aussi de relever ça, mais au début, on ne sait pas forcément. On peut savoir faire avec l'ordinateur et pas du tout avec un smartphone, par exemple.
Alors les usagers, généralement, ils ont plus un smartphone qu'un ordinateur. Et la manipulation digitale, c'est pas un ordinateur avec les souris, c'est pas du tout les mêmes façons de procéder. Ça posait beaucoup de questions de responsabilité, notamment aux travailleurs sociaux, et d'autres qui se disaient, mais si c'est moi qui fais la démarche en ligne à la place des gens, est-ce que je vais être tenu pour responsable s'il y a une erreur ? Dans le travail social, ça a généré beaucoup de méfiance et de réticence, qui étaient parfois un petit peu des réticences par avant d'autres problèmes. On s'en servait un peu comme cache-chèque, mais cette question-là se posait beaucoup, et du coup il y avait une réponse de l'État à ça, où il y avait une réponse technique. Ça a questionné le sens du travail et l'intervention. On n'est pas là pour être des secrétaires administratifs, on n'est pas là pour faire à la place des administrations, ils ont qu'à se débrouiller, etc. Donc il y a eu quand même beaucoup de réactions à ça, ce qui n'a pas franchement changé la manière de faire de tous ces organismes, entre nous soit dit. Une petite formation ici ou là, oui, effectivement. C'est quand même le comble, c'est que les organismes consentent à faire une formation à des gens qui prennent en charge leurs usagers, globalement. Et ils ont l'impression d'être dans la bonne action là-dessus, donc parfois c'est un petit peu scandalisant. Si on regarde les dispositifs un peu en réponse de l'État, je le fais très rapidement parce que au local, vous aurez dans la table ronde, en l'occurrence des éclaircissements plus détaillés. La grosse réponse à la question en phare de guichet de service public administratif, ça a été les espaces France Service, qui est la formule labellisée des maisons de service au public, avant MSAP, qui était quand même beaucoup pensée pour les territoires ruraux. Maintenant, les espaces France Service, il y en a aussi dans les zones urbaines. Voilà, on ferme les services publics sur les territoires, crise des gilets jaunes, espace France Service. C'est à peu près ça quand même, globalement. Qui vont en augmentant. Il y a une nouvelle labellisation là, sur les France Service qui est un petit peu plus contraignante, c'est un cofinancement État et collectivité généralement. Il y a un minima, un socle de 9 partenaires, organismes qui sont dedans, les organismes de sécu, les impôts, etc. Ça peut être variable dans chaque espace France Service, mais il y a un minima, ces 9 organismes-là qui sont dedans. Et on en est, voilà, le dernier chiffre que j'ai trouvé, c'est 2379. Ça continue de se développer, pour le coup il y a quand même des financements et une activité de l'État à cet endroit-là, sachant que ça suppose que les collectivités accueillent ces espaces. Donc ça ne se fait pas sans les collectivités. C'est aussi une manière de déléguer la gestion des services publics aux collectivités, cette affaire, soyons clairs. Le deuxième dispositif qui est plus récent et que je connais bien, et Antoine Potier aussi, c'est les conseillers numériques France Service. Eux, ils viennent un peu d'ailleurs, là on est plutôt du côté de la médiation numérique, comment on fait du numérique inclusif du côté de l'État, ça vient pas exactement des mêmes endroits que les espaces France Service dans les directions de l'État, on va dire. À Nantes, il y a 2 ans, en 2020, j'ai oublié déjà, formation de 4000 conseillers numériques France Service qui seront sur le territoire, appel à manifestation d'intérêt des collectivités et des associations pour aller émarger à ce dispositif avec une formation plus ou moins longue en fonction du niveau des personnes qui étaient recrutées pour être déployées sur l'ensemble du territoire français, donc métropolitain et autres. Et à ce jour, il y en a 3000 déployés, c'est-à-dire qu'ils sont dans les structures qui les accueillent. Il y en a 4000 prévus. Et là, le financement de ça. Alors l'État finance ils disent 100%, mais en réalité pas réellement. À peu près plutôt 80% sur un niveau SMIC. Et la formation est payée par l'État, on va dire. On en parlera si vous voulez, si vous avez des questions précises, parce qu'il y a pas mal de choses à dire de ça. Mais donc, financement de ça, et ce financement il y a eu une annonce de renouvellement de ce financement, parce que c'était pour des durées de 18 à 24 mois. Récemment, le mois de septembre, au grand raout de la médiation numérique, qui s'appelle le numérique en commun. A priori, avec des modalités de financement moins élevées de la part de l'État, parce que l'enveloppe globale ne permet pas de couvrir comme la première enveloppe. Donc ça veut dire que les collectivités et les structures associatives devront mettre la main à la poche si elles veulent conserver les conseils numériques qu'elles avaient recrutés initialement. On n'a pas bien idée du curseur à ce jour. Voilà. On ne sait pas si ce sera 50, 60%. Sachant que les collectivités sont généralement étranglées par les exigences de l'État sur le non-endettement. Voilà. Donc c'est les 2 gros dispositifs pour en termes de personnes qui sont censés pouvoir accompagner les espaces France Service étant vraiment sur le numérique administratif, l'administration électronique et tout ça, et les conseillers numériques étant plutôt sur du numérique du quotidien, l'apprentissage des démarches, des outils. Ce que l'État a fait aussi, c'est qu'il a financé des hubs régionaux. Il y a eu plusieurs vagues. La Bretagne est dans la 2e vague de hubs qui sont au niveau régional, censés servir de plateforme pour organiser la médiation numérique sur tout le territoire régional. De fait, il y a des montages qui font que c'est certains départements et certaines collectivités. Il y en a eu
4 sur la première vague, je me souviens plus, et sur la deuxième, Antoine vous le dira, j'ai un petit peu oublié les modalités de financement un peu différentes, et généralement pour 24 mois, Antoine, 2 ans, 18 sur la deuxième et 24 alors du coup sur la première. Et ensuite, il y a des dispositifs techniques. Vous avez peut-être rencontré France Connect, ça vous parle? Vous l'avez déjà rencontré, même si celui avec Amélie pour les impôts ça marche plus en ce moment, là je sais pas s'ils ont réussi à trouver la faille de sécurité. France Connect, c'est une clé qui permet d'ouvrir toutes les portes silotées des administrations différentes là. Donc c'est une modalité de réponse malgré tout parce que l'État a fait comme d'habitude, c'est-à-dire qu'en fait tout était siloté et on a numérisé les silos. C'est-à-dire qu'on a refait des comptes Amélie, un compte CAF, un compte CARSAT, un compte machin, les uns à côté des autres, plutôt que de penser une interface unique service public par exemple. Alors servicepublic.fr en termes de réserve de ressources d'information chartées et homogènes, ça a été fait, plutôt bien fait. Parce que vous voyez, enfin, je suis peut-être passé au fil du temps, mais pour le coup, il y a vraiment tout est dans le service public, tout est l'actualité, servicepublic.fr, tout ce qui concerne l'information publique. Donc, en termes de ressources, plateforme de ressources d'information, ça a été bien fichu. Par contre, pour les comptes eux-mêmes, on a fait les uns à côté des autres. Donc l'une des solutions, c'était, parce que c'est trop compliqué de faire bouger toutes les administrations en même temps pour dire on va faire qu'une seule chose, et puis elles ne le veulent pas, en fait, parce qu'elles perdent des prérogatives. Enfin, il y a des enjeux très forts de fusion de toutes ces institutions s'il n'y a qu'un seul site, en réalité, donc ils veulent conserver leur identité et leur précaré. Ça a été d'offrir une clé qui permet de tout ouvrir avec une seule clé. Quand ça marche bien, et il y a de plus en plus d'administrations qui rentrent dedans, c'est-à-dire qu'avec un seul mot de passe, histoire de ne pas se perdre dans 38 mots de passe et d'avoir un gestionnaire de mots de passe qui est plus compliqué à comprendre que les mots de passe eux-mêmes, avec le code Amélie, moi mon code Amélie me sert à faire tous les trucs, voilà. Sauf quand ça ne marche plus avec les impôts. Mais on retient qu'un seul code, ça permet d'ouvrir toutes les portes. Donc ça c'est la première réponse. La deuxième réponse c'est le Connect. Alors ça c'est un dispositif dont le déploiement difficile de voir un peu. C'est ce que je vous disais sur la question de la responsabilité. Il y a une interface technique qui vous permet de faire des démarches à la place de quelqu'un et vous êtes assuré et borné. Parce que vous passez par une interface technique de l'État. Vous enregistrez la personne que vous accompagnez, et du coup vous ne pouvez pas avoir de souci de responsabilité là-dedans. C'est la réponse technique, vous passez par là, c'est fait comme sur le modèle de France Connect, il faut être labellisé pour ça. On a une mini-formation de nos jours, je crois. Pour ça, donc, on ne décide pas du jour au lendemain de le faire. Hein. Donc, il faut demander la labellisation, suivre la petite information, et ensuite vous avez un agrément qui vous permet de le faire. Donc ça vous permet de faire à la place des gens en étant tranquille, les gens signent une sorte de consentement, voilà, c'est quelque chose qui est borné juridiquement et qui est venu répondre à ce problème de responsabilité. Puis après vous avez des outils d'évaluation, alors PIX pour le coup c'est pas mal fichu, c'est un truc qui évolue, c'est tout ce qu'ont développé les startups d'État. Des gens qui viennent de l'extérieur et auxquels l'État demande de faire des choses, on leur donne des moyens sur des modes agiles, etc., avec tout le langage qui va avec. En l'occurrence, ils peuvent développer des outils très vite parce que l'État a fait le choix de ne pas avoir ces services en interne, ce qui est une erreur forcément. Mais PIX marche plutôt pas mal, ça évolue, c'est ce que passent maintenant les collégiens. Ils passent à un niveau PIX qui leur permet d'avoir un niveau on se rend compte du niveau de compétences numériques. Mais c'est assez épais. Alors il y a un PIX pour les nuls, un peu, on va dire, parce qu'ils voulaient aussi s'appuyer dessus. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé le voir, le BCPIX, mais PIX bosse beaucoup là-dessus, etc. Ça, c'est réponse état. Une dernière chose sur l'accès au droit, parce que c'était quand même dedans. Commencer par dire que contrairement à ce qu'on voit parfois, on n'a pas de statistiques ou d'enquêtes qui nous permettent de mesurer les effets de cette dématérialisation. Pour avoir travaillé longtemps sur le non-recours au droit, on dit toujours que le non-recours au droit, c'est le fait d'être éligible à une offre publique, des droits sociaux, des prestations, mais aussi les crèches, enfin n'importe quelle offre publique, et de ne pas y aller. C'est-à-dire qu'on cible un public, et en fait on se rend compte que tout le public ne vient pas. Pour le RSA, le revenu de solidarité active, la première grosse enquête qui a montré la réalité de ce phénomène, sur l'ensemble des 3 RSA, parce qu'il y en a 3, c'était 50% des gens qui n'en bénéficiaient pas. Donc on avait d'un côté un discours politique qui disait les pauvres n'arrêtent pas de profiter du système, de rester dans leur canapé en étant au RMI, et en fait il y en a la moitié qui ne demandent pas, et sur le revenu de solidarité active proprement dit, ce qui est devenu la prime d'activité après, c'était 68% qui ne demandaient pas. Voilà. Donc c'est pas simplement, c'est pas vraiment une paille, c'est vraiment un phénomène massif. Et les dernières, il y a eu des nouvelles enquêtes là, sur Pôle emploi, on est entre 26 et 38%, je crois, parce que c'est difficile à estimer, des personnes qui ne s'inscrivent pas à Pôle emploi, sans parler du fait qu'il y a moins de 40% des gens qui sont indemnisés par Pôle emploi, pour info. Donc sur les chômeurs qui abusent du système, c'est quand même assez rigolo.
Et généralement, voilà, c'est un peu variable selon les prestations et les droits dont on parle, mais il y a toujours un taux de non-recours qui est assez important, en l'occurrence en France ou dans d'autres pays. C'est pas propre à la France du tout. Donc mesurer du non-recours c'est compliqué et on n'est pas capable de savoir si les gens ne demandent pas parce qu'ils ne savent pas faire avec le numérique. Ça suppose des modalités de mesure qui sont complexes à mettre en œuvre. Les derniers chiffres qu'on a eu là sur des estimations, ils portent juste sur combien il y a de gens en non-recours. Mais pourquoi ils sont en non-recours? On a des modalités d'explication à ça, c'est d'autres dispositifs, enfin, c'est d'autres procédures pour arriver à le mesurer, c'est beaucoup plus compliqué. Donc oui, sans doute ça génère du non-retour, mais non, on n'est pas capable de le mesurer. Sans doute que personne ne peut le mesurer parce que les administrations ont pas envie de savoir ça. En revanche, il est clair que ça a rendu beaucoup plus complexe l'accès pour ceux qui n'étaient pas connectés, mais ça, il faut pas être très malin pour le dire. Ça a rendu aussi beaucoup plus complexe tous les cas qui ne sont pas standards, parce que les interfaces, elles sont bien faites pour des demandes simples, mais dès que vous êtes en dehors des cases, c'est super compliqué. Et ceux qui sont en dehors des cases, c'est ceux qui ont des situations de vie compliquées, comme d'habitude. Et là, les cases ne sont pas là, et vous avez besoin d'une réponse, et sur l'interface, vous n'aurez pas de réponse. Vous pouvez chercher sur le site, contactez-nous, ça renvoie éventuellement à une chatbot ou à un bot tout court, ou à un espace de message, et jamais à un mail, et très rarement à un numéro de téléphone. Donc vous vous retrouvez très souvent un peu planté de votre interface dès que vous êtes sur des cas compliqués. Donc très clairement, ça, c'est pas fait pour c'est fait pour standardiser, c'est des processus industriels, et vous cochez 3 cases, ça marche bien. Dès que vous n'êtes pas dans les 3 cases, ça devient le parcours du combattant encore plus qu'avant, très clairement. Et ça a entraîné des ruptures des droits. Faut que je finisse? Bon, j'ai pas du tout le temps. Ça va, je suis bien? C'était là que je devais m'arrêter en fait. Ah, c'est bien. Je finis, du coup c'est la fin, donc ça tombe bien. Qu'est-ce que ça a entraîné? On entend très souvent parler de sentiment de déshumanisation, de remettre de l'humain, etc. Ça, c'est pas dû à la démat. J'insiste là-dessus. Je suis pas un défenseur de la dématérialisation, hein. J'ai pas d'action dans des entreprises de logiciels. La déshumanisation, elle vient du fait qu'il n'y a plus d'humains pour nous accueillir, pas parce qu'il y a de la dématérialisation. Voilà. C'est ça qui est déshumanisé, c'est des humains ne sont plus là. Mais une interface informatique, elle ne se pose pas la question de l'humain, c'est une interface informatique. On pourrait avoir une interface informatique et un humain à côté qui accompagne. Le choix a été fait, un peu malheureux, ou le non-choix a été fait de fermer les guichets d'accueil physique en même temps qu'on faisait une dématérialisation d'un point de vue technique. Mais on aurait pu penser qu'on allait demander aux gens leur avis déjà, et puis ceux qui avaient envie d'apprendre les téléphoner, leur dire venez vous former un peu aux outils numériques, je vais vous montrer comment ça marche, je vais vous apprendre ce que c'est le web, prendre son temps, et puis ceux qui au bout avaient envie de le faire auraient continué, puis ceux qui n'avaient pas envie auraient continué de faire un format papier. Il n'y aurait pas eu de déshumanisation. Mais la dématérialisation en tant que telle, elle ne déshumanise pas. Le code binaire se fout des humains. Il est fait par des humains, mais il ne se pose pas la question. C'est des politiques d'accueil, de services publics qui ont fait ce choix de ne pas accompagner la dématérialisation. Ça porte un petit peu à un moment un peu différent. Après, on peut critiquer les interfaces. Ce qu'on appelle l'ergonomie, c'est-à-dire qu'elles sont mal fichues, qu'on n'y comprend rien. Là, on est sur le dur. Mais globalement, c'est les politiques de dématérialisation qui ont été déshumanisantes, pas la dématérialisation en tant que telle. Et puis ce que ça entraîne, c'est que du coup on a besoin d'être aidé par quelqu'un quand on sait pas faire. C'est pas des associations ou les CCAS qui accompagnent les gens quand ils savent pas faire face à une démarche administrative. Dans 80% des cas, c'est des proches. C'est aux proches qu'on demande, et heureusement qu'ils sont là, parce que je ne saurais pas dans quel état seraient et vos associations et les guichets d'aide publique. On se tourne d'abord vers ses proches à 80% quand on a un problème avec Internet. Et aussi avec les démarches administratives. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose, parce que parfois dans les familles, on n'a pas envie de montrer combien on déclare d'impôts. Moi j'ai vu des cas de mamies qui préféraient pas déclarer leurs impôts, ne voulaient pas montrer à ses petits-enfants quel souhait elle avait. Non, mais ça fait rigoler, mais en fait ça veut dire qu'on privatise la gestion des droits, ce qui est compliqué. Chacun devrait être capable, en capacité de traiter ses droits comme il le veut. Il n'a pas forcément envie de tout montrer à toute sa famille, surtout. Voilà. Donc les proches c'est bien, mais dans certaines limites. Et ce que je vous ai dit, c'est que la possibilité d'accéder à des tiers, elle est très inégalement répartie sur le territoire. C'est beaucoup plus facile d'être accompagné quand même en milieu urbain, où il y a beaucoup plus d'offres d'accompagnement. Il y a des administrations, il y a des associations. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas en milieu rural, mais il y en a moins. Et la question de la mobilité en milieu rural fait que si vous n'êtes pas dans le centre-bourg, on l'a beaucoup vu dans le pays de Brocéliande, 80% des offres dans le pays de Brocéliande, elles étaient à Saint-Laurent-Montauban. Voilà. Et autrement, il fallait avoir une voiture pour pouvoir se rendre là. Ce qui pose des questions de mobilité. Tout le monde n'a pas de voiture, il y a des personnes âgées qui ont des difficultés à se déplacer, etc. Donc ça devient plus compliqué pour ces personnes-là aussi. Voilà, désolé d'avoir été un chou. Peut-être on peut passer aux questions.
si ça suscite des interrogations. Abderrahmane Tami de Agir ABCD et Finistère. Juste sur le dernier slide que vous avez montré, j'étais un peu surpris d'entendre que c'était compliqué de mesurer l'impact de la dématérialisation. J'aurais pensé naïvement que dans le cadre des sciences sociales, qu'une méthode type enquête, échantillonnage, analyse statistique pourrait être bien adaptée à ce cas-là, mais visiblement, c'est pas tout à fait le cas. Est-ce que vous avez de l'argent pour financer ces recherches en sciences? Voilà, c'est ça que... Moi, je veux bien. Non, c'est pas, quand on peut faire rapidement, ce qui est difficile à mesurer en termes de non-recours, ça ne veut pas être simplement, on peut faire des questionnaires auprès des gens et leur demander leur avis. Est-ce que c'est plus compliqué pour vous, etc. Mais c'est ce qu'on appelle du déclaratif, et du coup, c'est quand même pas très robuste. Quand on veut le non-recours, ça suppose qu'on connaisse la population potentielle pour en avoir. C'est-à-dire au RSA, d'être capable de dire c'est quoi la population qui est éligible a priori au RSA. Ça paraît simple, c'est hyper compliqué. Parce que c'est basé sur des conditions de ressources. Les droits en France, en particulier sur les minima sociaux, ils ont des conditions d'éligibilité, c'est-à-dire des conditions qu'il faut remplir pour pouvoir demander le droit, qui sont très compliquées. Quand c'est basé sur des ressources, il faut avoir accès aux ressources. Par des outils de simulation, avoir accès à des ressources en France, même si on est passé depuis peu. Avant, c'était les ressources N-2, par rapport à l'actualité des gens, c'était un peu compliqué. Depuis que ça a été annualisé, ça a peut-être un petit peu bougé, mais ça reste très très compliqué d'estimer la population potentielle. Vous pouvez demander à n'importe qui, si je demande à Agir ABCD sur votre territoire dans le Finistère, c'est quoi votre population, votre public potentiel? Vous prenez des personnes âgées de plus de 65 ans. Ok, ça c'est simple, l'INSEE nous donne. Et ça, le non-recours à votre association, ce serait combien de personnes viennent par rapport à votre population potentielle? Vous êtes peut-être à 3% des personnes de plus de 65 ans. Là, on n'a qu'une seule donnée, c'est facile. Quand vous êtes sur des droits sociaux, il faut les ressources, où vous avez habité, votre nationalité, etc. Ce qui fait qu'avoir cette population potentielle est très compliqué. C'est pour ça qu'il faut des grosses enquêtes avec des outils de simulation. Et si vous n'avez pas accès aux organismes qui les ont, vous ne l'avez pas. Et ces organismes n'ont pas forcément envie de savoir. C'est ce que je vous disais. Le RSA, c'était marqué dans la loi qu'il fallait faire une évaluation avec du non-recours, parce que nous, à l'Observatoire, on l'avait fait rentrer dans la loi par le biais de quelqu'un qui était au comité de suivi du RSA. Il y a eu à nouveau des mesures du non-recours là récemment, les services de l'État, de l'adresse, etc. Mais ça suppose de faire des calculs assez complexes, en fait. Pour certains droits sociaux. Moi j'ai travaillé beaucoup sur le dépistage du cancer organisé, c'est super facile à estimer parce qu'il faut deux données, votre sexe et votre âge, et ça on les trouve très facilement. Donc il suffit de regarder qui l'a fait, et puis prendre la totalité des gens qui ont plus de 50 ans, qui sont un homme et une femme, et on l'a. Mais dès que vous avez plein de critères, et ben avoir ça c'est compliqué. Et une fois que vous avez ça, vous n'avez rien. Après il faut que vous puissiez toper ces gens, c'est-à-dire les toucher par questionnaire, et leur demander s'ils ont été en non-recours ou pas, et pourquoi ils ont été en non-recours. Donc ça fait des appareillages de statistiques qui sont en fait assez compliqués. De manière qualitative, par des entretiens, on peut le faire facilement, mais c'est très compliqué à partir d'entretiens, si on a rencontré même 200 personnes, de dire que c'est représentatif de la population en général. Donc il faut faire un peu du statistique, et statistique qui suppose des plus gros machins, etc. Donc non, c'est pas simple. Évidemment qu'on sait que ça produit forcément des difficultés. Mais il faut s'entendre sur tout un tas de choses, et puis il n'y a pas une volonté évidente de l'État, des organismes de sécurité ou d'aller mesurer ça, quoi. Oui, Henri Levéo, Agir ABCD, Finistère également. Donc vous avez parlé justement des connexions difficiles, donc de la facture numérique en zone rurale. Moi j'ai mes parents, ils ont 95 et 93 ans à la maison, c'est moi qui fais le SAV quand même. Mais l'État qui a forcé la facture numérique, entre guillemets, c'est quand même un peu la marche forcée. En même temps, on n'a pas mis en place la possibilité d'avoir des box de connexion chez les gens qui ont aujourd'hui un téléphone en 02, par exemple. Et ça, c'est une grande difficulté, parce qu'ils auraient pu offrir la possibilité au moins de se connecter et d'avoir nous aussi la possibilité de former nos anciens en zone rurale. Mais il n'y a aucune possibilité d'offerte aujourd'hui pour avoir des box à moins de 40 balles par mois, quoi. Et ça, aujourd'hui, c'est une lacune de l'État, à mon avis.
Oui, c'est ce qu'on appelle la fracture numérique de premier niveau, c'est-à-dire c'est sur le matériel, c'est pas la possibilité d'utiliser le matériel, c'est le fait d'avoir le matériel ou pas, la connexion, la fibre, le très haut débit, etc. Et il y a un moment où il y a eu un peu un abandon, on avait couvert 90% du territoire français, le reste, bon, voilà, ça se fait petit à petit. Donc maintenant, ces territoires-là, qui étaient des zones blanches avant, deviennent un peu des zones grises, mais ils sont à 15 ans du très haut débit. Donc, c'est là aussi que ça évolue, sans parler du coût de la box, qui là est du privé, alors ça devient encore autre chose. Dans la loi Le Maire pour une République numérique, il devait y avoir un droit à la connexion avec des aides pour ça, mais bizarrement le décret n'est jamais sorti. Voilà, parce que ça fait de l'argent et que l'argent n'a pas été tiré. Mais ce qu'on note aujourd'hui, c'est qu'avant la question c'était d'avoir Internet, et que maintenant les territoires qui arrivent à avoir Internet, c'est ce que je dis, la 5G, ça nous fait marrer, si nous on pouvait avoir la 4G, ça serait déjà pas mal. On entend souvent le territoire rural, voire même avoir la connexion tout court. Ce qu'on voit maintenant sur les plans, parce que ça c'est très bien suivi, puis vous pouvez le voir au niveau national sur le très haut débit, c'est qu'il y a des... Voilà. Rennes, toute la périphérie de Rennes est en THD depuis très longtemps, et puis quand on va vers le pays de procédement, là, premier en 2022, ils ont déjà pris du retard, 2023, et puis ça va grignoter jusqu'à rencontrer celle qui descend de l'autre. Donc ils seront toujours en retard, on est toujours sur une forme de facteur numérique, parce que du coup c'est pas le niveau débit. Et c'est pas pour les anciens, et puis pour ce qu'on fait nous, individus, que ça a un impact, parce que ça suffit d'avoir la fibre, sauf si vous travaillez à domicile et que vous faites des jeux vidéo, mais c'est pas la majorité des gens en pays bruxellois, par exemple. En revanche, pour les entreprises, c'est important. Et c'est souvent un enjeu des élus locaux, c'est qu'ils disent, si nous on n'a pas du très haut débit, on n'arrive pas à garder certaines entreprises ou à faire venir certaines personnes. Donc c'est un peu porté, mais c'est pas pour ça que c'est va plus vite. Alors, vous avez parlé d'enquête pour connaître la population. Je suis étonné qu'on n'ait pas fait de rapprochement, oui, Albert Touzeau, pardon, d'Agir ABCD 35. Je suis étonné qu'on ne fasse pas la relation avec les enquêtes sur l'illettrisme que fait l'INSEE, parce que je pense qu'il y a un rapprochement à faire, enfin vous avez fait par ailleurs, bien sûr, entre le niveau d'illettrisme et le niveau d'électronisme, je ne sais pas comment l'appeler, quoi. Sachant que les enquêtes sur l'illettrisme sont faites assez régulièrement, à une périodicité assez longue, parce que comme vous l'avez dit, c'est coûteux, mais on sait faire à l'INSEE, pour y avoir participé indirectement, on sait mettre des gens devant un document pour les faire lire, pour voir s'ils sont effectivement illettrés ou pas. On pourrait imaginer de faire la même chose avec l'informatique. Il y a effectivement toute une thématique de l'illettrisme et de l'électronisme, surtout qui est portée au niveau national par l'Agence nationale de lutte contre l'électronisme, la l'ANCLI. Mais ça peut. Alors, les personnes qui sont illettrées, on peut. Moi, j'ai vu des gens qui savaient pas lire et qui utilisaient très bien leur smartphone. Du coup, on ne sait pas bien ce qu'on mesure quand on fait ça. Effectivement, a priori, contrairement à ce qu'on pense, l'Internet est une culture de l'écrit et pas de l'image. En fait, ça a remis de l'écrit dans nos vies. Les textos, les machins, on passe notre temps à écrire des choses, alors qu'avant, il fallait du papier et une feuille, on n'envoyait pas des textos à longueur de journée. Le type d'écrit que c'est une autre question. Parler texto, c'est sûr, mais c'est la vie de la langue, donc c'est pas vraiment un souci. Par contre, on se rend compte que tout le monde ne maîtrise pas tous les registres de langue de manière égale. Maintenant, ça, c'est un autre truc. Dès qu'on est sur les outils numériques, alors déjà, ça dépend si on est illettré en français ou totalement illettré et analphabète, et puis il y a la question de l'analphabétisme qui est un petit peu, qui vient se rajouter là-dessus. Donc, pour le dire rapidement, de toute façon, il y a un sous-éclairage de la question de l'illettrisme en France. Il y a des associations qui travaillent là-dessus et tout ça, mais c'est pas une reconnaissance, il n'y a pas grand-chose qui est fait. Et en plus, le transfert direct de l'illettrisme à l'électronisme peut être trompeur. Parce qu'encore une fois, je dis, les smartphones, il y a des gens qui sont en visuel, par mémoire photographique, tout à fait capables de se débrouiller avec un smartphone, alors qu'ils ne savent pas lire ce qui est écrit dessus. C'était beaucoup plus compliqué avant. Donc c'est plutôt des outils qui leur facilitent la vie. Donc et puis ça dépend de quel écrit, ça dépend de plein de choses. Voilà. Mais oui, effectivement, c'est lié, les autres. Nous avons un cadre horaire, il va falloir qu'on passe à la table ronde. Merci, forcément, ça reste un peu frustrant. Encore une question, s'il vous plaît, merci. Claudine Rochefort, donc moi je suis Agir ABCD 35. Nous intervenons dans les centres pénitentiaires de Rennes, hommes et femmes, pour l'aide à la réinsertion sociale et professionnelle par le permis de conduire.
Et ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à l'aide aux tiers, donc dans les centres pénitentiaires, pas d'internet. Or, les détenus, pour se réinscrire au permis de conduire, doivent s'inscrire sur internet. Donc comment on fait? Pour des questions d'éthique et de temps, etc., nous, bénévoles, ne pouvons pas le faire à leur place. Donc ils sont obligés de demander à des personnes extérieures à la prison de le faire à leur place, avec toutes les difficultés de relations, etc., etc. Donc on a des personnes qui font leur dossier en 6 mois alors qu'ils pourraient le faire en 15 jours, etc. Pourquoi est-ce aussi difficile d'installer des postes avec des lignes spécifiques dédiées dans des organismes tels les centres pénitentiaires? Comme je ne suis pas garde des Sceaux, et que ça tombe bien, j'aimerais pas être le garde des Sceaux en ce moment, je vous suggère de lui demander, je n'ai aucune idée forcément, parce qu'en plus c'est un milieu très particulier, le milieu de l'enfermement carcéral, etc. Donc lui c'est l'une des... J'ai l'impression que c'est une goutte, vu les conditions de vie en détention, ça me paraît être un tout petit problème, mais c'est symptomatique, voilà, on veut la réinsertion, mais il n'y a pas de possibilité de... Voilà. Je ne sais pas vous répondre. Pourquoi? Je ne sais pas. Sinon parce qu'on met des conditions de vie indignes des détenus, je ne sais pas quoi vous dire. Alors la dernière, Claire Barrault, Loire-Océan, je vous remercie, c'était vraiment très intéressant. Moi j'étais intéressée par la notion de aidant connect. Et je trouve que là on est bien à notre place. Vous avez parlé de formation. Alors juste comment ça se passe et comment nous on peut y avoir droit? Ouais. J'avais traduit, je crois, comme réponse, malheureusement. Vous ne posez pas la question, puisqu'en fait, ce sont des formations qui ne sont réservées qu'aux professionnels et qui ne sont pas à destination des bénévoles. Voilà. Donc, je coupe court. Juste pour préciser, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, je travaille pour la Fédération des centres sociaux de Bretagne. On a beaucoup de bénévoles qui interviennent et qui aimeraient bien avoir un cadre juridique le permettant. Et quand ça s'est construit, à l'époque, ils ont tout de suite dit non, ce sera pour les professionnels et pas pour les bénévoles. Voilà. Après, est-ce que ça évoluera on verra. Alors qu'on le fait depuis des années. Je sais bien. Je sais bien. Depuis une dizaine d'années, en faisant signer un papier. Oui, c'est léger. Alors, pour le coup, Antoine, ce qui est rigolo, c'est qu'initialement, c'était fait pour les proches. Ça avait été pensé pour les proches tout à fait au début. Et puis après, il a fallu monter l'interface, c'était super bon, et donc Connect a finalement accouché du dispositif technique. Et ils l'ont finalement réservé aux professionnels, voire du travail social presque, parce que je pense qu'en majorité c'est des travailleurs sociaux qui font ça, alors que c'était pensé au début pour les aidants. Les travailleurs sociaux ne sont pas des aidants, vous dites ça à un travailleur social, il est peut-être un peu mécontent, il a une formation, il est diplômé, il a une distance, voilà, et puis il a un diplôme, il n'est pas aidant, c'est un peu autre chose. Donc ça s'appelait Aidant Connect pour ça, et en fait c'est Travail Social Connect plutôt que c'est devenu. Je ne sais pas vous dire pourquoi non plus, pour réduire la valeur et autres, mais ou pour garder la main dessus, je ne sais pas. Mais donc c'est un peu, alors que c'était prévu pour initialement, enfin pensé pour. Pour celles et ceux qui n'ont pas entendu la réponse de l'intervention de votre collègue, il partait de la déclaration d'impôt pour lesquelles vous accompagnez déjà un public. Donc ça veut dire que dans les faits, ce sont des choses que vous faites déjà. Voilà. Je rappelle aussi ce que vous avez dit qui est important, là c'est un petit clin d'œil, mais un clin d'œil important, c'est-à-dire que dès lors qu'on demande à quelqu'un d'autre, à la mamie, au papy, ou à la personne en fait qui n'est pas à l'aise au niveau informatique, je vous donne l'anecdote avec ma casquette d'ancien banquier, c'est que si le petit-fils est en train de donner un coup de main à mamie et qu'il s'aperçoit qu'il est bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie, il lui suffit d'intervenir auprès de la compagnie pour dire qu'il accepte le bénéfice et la mamie ne peut plus jamais changer son bénéficiaire sans l'accord du petit-fils. Merci. Nous allons passer à la table d'échange, table en... Donc, nous recevons Antoine Potier, qui est chef de projet du HUP Bretagne pour un numérique inclusif, qui nous fera un diagnostic breton de la fracture numérique. Cécile Desfoix du conseil départemental et Aloïsa Le Touzeau qui nous parleront des dispositifs mis en place pour répondre à cette fracture numérique. Et nous avons
Arnaud Le Ruillet de Rennes Métropole, de ville de Rennes, qui lui aussi nous apportera les réponses. Quel dispositif pour répondre à la fracture numérique en Bretagne? On peut commencer par le hub numérique. Antoine, nous dire ce que c'est que le hub numérique, votre démarche, vos analyses, le diagnostic. Bonjour à toutes et tous. Alors pour essayer de résumer assez rapidement ce que c'est, parce qu'en plus le mot hub, ça se trouve, ça ne parle pas du tout. Ça ne vous parle pas du tout, donc on va utiliser un autre terme, on va utiliser structure d'animation et de réseau de valorisation des professionnels. Pardon? Qu'est-ce qui se passe? Donc, alors, c'est pas plus compliqué quand on essaie d'analyser la phrase, parce que honnêtement, pour le présenter presque 1 ou 2 fois par semaine, hub, HUB, ça veut pas dire grand-chose, et c'est pas très humain, puisque c'est plutôt lié au numérique, le hub. Voilà. Donc, tout ça pour dire que la structure en elle-même qui est en train de se construire, puisqu'on est sur une phase d'amorçage, Pierre en a parlé un petit peu tout à l'heure, il y a eu plusieurs vagues, il y a eu une vague avant le Covid sur un certain nombre de régions, et aujourd'hui on a 15 hubs sur toute la France qui sont très, très souvent à l'échelle de la région. Donc en fait l'objectif c'est d'avoir une structure à l'échelle régionale qui rassemble un certain nombre de collectivités, l'État et de pouvoirs publics. Alors, est-ce que je peux avoir la diapo suivante, s'il vous plaît? Voilà. Ça va vous permettre de comprendre la complexité, parce que malheureusement, ce que je vais vous dire, c'est assez complexe. Pourquoi? Parce que la médiation numérique, en elle-même, elle est complexe, et elle touche tous les niveaux. Là, on a le département à ma droite, d'Ille-et-Vilaine, on a la métropole de Rennes à ma gauche. Nous, dans notre consortium et le portage politique, moi je suis employé par la Fédération des centres sociaux de Bretagne qui est associatif. Nous avons le SGAR qui est la préfecture de région, nous avons la région Bretagne, on a Rennes Métropole, on a Brest Métropole, le département du Finistère, et donc vous comprenez bien que ça montre bien la complexité de ce sujet-là, puisqu'en fait aujourd'hui la compétence autour de l'inclusion et de la médiation numérique, elle n'est pas attribuée à une collectivité plus qu'une autre. On a le département qui a la compétence sur l'accès au droit, voilà. Par contre, la compétence de former les gens qui sont éloignés du numérique, celle-ci, elle est partagée par toutes et tous. Ce qui fait qu'à force de la partager, et ben parfois elle devient complexe à organiser. Donc je vous avoue que parfois au quotidien, j'avais parfois du mal à m'y retrouver, tellement quand il faut organiser une réunion ou autre, on se retrouve très nombreux autour de la table. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'on est sur une phase en ce moment où on essaie de construire cette structuration régionale. Notre objectif principal, et ça c'est ça bien que vous entendiez, c'est d'accompagner et de permettre aux professionnels et aux bénévoles comme vous, qui accompagnez sur les sujets du numérique, de pouvoir être, entre guillemets, plus écoutés, de pouvoir être mieux accompagnés, de pouvoir se rassembler, faire ce qu'on appelle de l'échange de pratiques, voir ce qui se fait ailleurs, comment ça se fait, et pouvoir mieux le faire sur vos propres actions. Ça, c'est vraiment l'essence même de notre mission principale. Pourquoi? Parce que Pierre l'a dit tout à l'heure, un médiateur numérique, alors on peut l'appeler, je vais vous donner tous les noms possibles et imaginables, hein. Animateur multimédia, médiateur numérique, médiateur multimédia, maintenant les conseillers numériques France Service, anciennement on avait les animateurs cyberbase, donc vous voyez, on a une hétérogénéité qui est énorme sur ces métiers-là, qui va de un animateur socio-éducatif qui va être plutôt tourné sur le public enfant, jusqu'à un conseiller numérique France Service qui lui va faire à presque 50 ou 70% de son temps dans certains secteurs de l'accompagnement à l'accès au droit au travers du numérique. Voilà. Donc vous voyez le panel, donc autant vous dire que quand on les rassemble, et c'est ce qu'on avait fait sur Villejean l'année dernière sur une rencontre départementale, l'hétérogénéité de leur mission et de ce qu'ils font fait que c'est compliqué
que tout le monde s'y retrouve, mais on essaye de faire en sorte que ce soit le cas. Voilà, parce qu'en fait, leur métier au quotidien n'est pas le même. En ce moment, on est sur une phase en fait d'amorçage où on essaye aussi de diagnostiquer les besoins du territoire. Alors, on a des chiffres, alors, je peux vous en donner, hein, on a parlé tout à l'heure effectivement des 13 ou 14 millions de Français éloignés du numérique, qui aujourd'hui, ce chiffre est plus vraiment viable, pour la simple et bonne raison que l'étude date de 2018 et qu'on était sur un public adulte interrogé et que les jeunes n'avaient pas été interrogés dans cette enquête. Or, aujourd'hui, on a des jeunes qui savent, il l'a dit tout à l'heure Pierre, très bien utiliser Snapchat et Facebook. Par contre, quand il s'agit de se créer un espace sur Pôle emploi ou pour aller chercher le RSA par exemple ou autre, là c'est beaucoup plus compliqué. Ils n'y arrivent pas, ils ont besoin d'être accompagnés. Ça c'est une réalité hein, aujourd'hui. La chance qu'on a en Bretagne, c'est qu'on a le groupement d'intérêt scientifique Marsois, qui est basé à Brest, qui fait des enquêtes qu'on appelle CAPUNI, C-A-P-U-N-I, tous les 2 ans. Là, la dernière datait de 2019, et alors c'est tous les 4 ans, pardon, parce que là, elle vient d'avoir lieu, donc on est en 2022. La dernière enquête révélait qu'en Bretagne, 87% des Bretons se disent internautes. Ça, c'est le chiffre qu'il faut retenir. Donc c'est une grande majorité, sauf que parmi ces gens qui se disent internautes, il y en a 10% qui se disent pas rassurés ou peu compétents pour accéder à leurs droits via l'outil numérique. Bon, on va faire un petit test, même si là dans la salle, levez la main les gens qui se considèrent comme internautes. Là. Ok. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Qui paye et déclare ses impôts en ligne tout seul, sans avoir besoin d'aide? Ok. Donc effectivement, là, c'est ça. Mais c'était bien que je fasse le test pour me rendre compte, parce que la particularité, et permettez-moi de vous le dire, c'est que je pense que vous êtes des bénévoles, où vous étiez sur des catégories socio-professionnelles où vous avez utilisé le numérique. Quand on fait ce test-là, et moi je le fais parce que j'ai fait des formations de départ à la retraite à l'époque avec les centres sociaux, je peux vous assurer, quand je le faisais à Plourin-les-Morlaix, où la moitié des personnes avaient soit travaillé dans le cochon, soit dans la grande distribution, c'était bien moins de la moitié des gens qui déjà avaient accès à Internet ou accédaient à leurs droits, et notamment les impôts, parce que souvent, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ils sont effrayés en fait. Ils sont effrayés par l'idée de le faire. Voilà. Donc ça, c'était juste pour vous le préciser, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de gens à accompagner sur ces sujets-là. Est-ce que je pourrais avoir juste là... Alors ça, l'émission, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que vous pourrez aller voir sur notre site internet, vous l'avez bien compris, l'objectif c'est d'accompagner les professionnels et les bénévoles sur le terrain. Je veux bien la diapo suivante. Voilà, alors ça vous montre aussi une réalité qui est très complexe. C'est les lieux où aujourd'hui on accompagne et on réalise des activités de médiation numérique. Là, la liste, elle est longue. Ça va du centre social, en passant par la médiathèque, les locaux gérés par des départements, donc ça va être le SDAS ou tout accueil local. Ça peut être à l'université, au local communal. En fait, aujourd'hui, la médiation numérique, elle est partout. Elle est à la fois partout, mais en même temps nulle part. C'est-à-dire que pour l'identifier, il faut savoir que c'est un lieu de médiation numérique, qu'il y a un professionnel ou un bénévole dans cette structure qui peut m'accompagner sur ces sujets-là, et c'est ça qui parfois est le plus complexe. La diversité de ces lieux d'accueil, elle vous prouve une seule chose, c'est qu'en fait les gens ils vont à la proximité. Pierre l'a très bien dit tout à l'heure, à la base un médiateur numérique, il n'est pas là pour accompagner les gens à accéder à leurs droits. Un médiateur numérique, son métier, c'est de faire en sorte que la personne qui est en face, il fasse la médiation via un outil numérique, qui peut être une imprimante 3D quand on fait des ateliers pour découvrir l'impression 3D, et qui peut être un ordinateur ou une tablette ou un smartphone pour des gens qui souhaitent découvrir comment utiliser. On est tous et toutes des éloignés du numérique. Hein. Là, si je repose une deuxième question, qui sait faire du code informatique dans la salle? Donc il y en a quelques-uns quand même. J'y vais vite, j'ai fait exprès, je vais souvent sur cette question-là, mais il y en a quand même quelques-uns qui savent faire. Vous voyez, donc les autres, vous n'êtes pas en compétence de faire du code informatique, et donc vous n'êtes pas capable de faire un site web, donc vous êtes éloigné de cette compétence-là. On est tous éloignés plus ou moins de... Moi non plus je ne sais pas faire, je suis en train d'apprendre en ce moment. Donc
voilà, donc ça c'est la réalité, et la réalité, et après je laisserai mes collègues présenter leurs dispositifs qui sont plus locaux, c'est aussi comment nous, et notre challenge, et pour le moment on s'y est pas attelé, c'est comment avoir un équilibre entre la part de ce que font les bénévoles, qui est souvent invisibilisée, ça on va pas se le cacher. Vous avez pris un peu en pleine tronche à la dématérialisation et vous faites un peu comme vous pouvez. D'ailleurs, certains parfois décident de ne pas faire en disant non, moi c'est pas de mon ressort, je ne ferai pas. Ce qui est parfois dur humainement de se dire moi je veux aider, mais je veux pas rentrer dans le détail administratif de telle ou telle personne. C'est pas ma place. Donc un vrai défi, c'est quelle place on laisse aujourd'hui encore au bénévolat et comment l'État comprend, ce que je dis l'État c'est le cœur même du sujet, comment l'État comprend qu'il faut remettre de l'humain et permettre en fait aux professionnels de la médiation numérique de faire leur vrai travail, c'est-à-dire accompagner sur les usages globaux du numérique et pas que sur l'accès aux droits, et faire en sorte aussi que les bénévoles puissent accompagner sur d'autres sujets et se concentrer sur d'autres sujets que juste accompagner sur l'accès aux droits. Voilà. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Moi, je ne vous le cache pas, on a jusqu'en septembre 2023 pour la phase d'amorçage de la construction de cette structure régionale. Je souhaiterais avant la fin qu'on puisse rassembler un certain nombre de têtes de réseau bénévoles pour pouvoir en parler et pour que vous puissiez aussi vous rendre compte de où est-ce que vous pouvez réorienter des personnes. Sans les perdre, parce que soyons honnêtes, 9 personnes sur 10 qu'on réoriente vers quelque part, elles n'arrivent jamais là à l'endroit où vous l'avez réorienté. Parce que souvent, c'est des gens, ils vous ont en face de vous, ils ont besoin d'aide, et donc ils viennent s'adresser à vous. Voilà, j'espère que j'ai été clair, pas trop long. Très bien, ok. Et après, je répondrai à vos questions si vous en avez. On passe à l'échelle Rennes Métropole, du coup, ou je sais pas. Peut-être sur l'organisation géographique de le département, pour nous parler du dispositif du département. Ouais, et alors je me permets juste une transition, ce qui est quand même marquant et plutôt valorisant pour nous, c'est que je connais mes collègues à droite, mes collègues à gauche, donc c'est plutôt bon signe. Bonjour, je suis Cécile Defoy, je suis chargée de mission vie sociale au département d'Ille-et-Vilaine. Donc au siège, c'est un service support pour les services déconcentrés. On a 6 agences départementales. Et donc il y a la délégation dans laquelle je travaille, c'est la délégation à la vie sociale et au CEDAS. Les CEDAS étant les centres départementaux d'action sociale. Et la démarche que je présente ce matin, c'est sur ce qu'on appelle l'ASIP, qui est une démarche qui a été un peu lancée après la loi NOTRe, puisque le département a la mission d'animer au niveau des territoires. On n'en sait plus. Parce qu'on a fait un film sur l'ASIP. Voilà. Okay. Vous avez signé partout ? Ok. Agente d'accueil au centre départemental d'action sociale de Janzé, Elina remplit une fonction clé dans la démarche de l'accueil social inconditionnel de proximité mis en place sur Roche-au-Fay Communauté. La CIP, en fait, c'est permettre aux habitants, enfin aux usagers en tout cas qui ont une demande sociale ou autre, d'avoir un lieu d'écoute, d'information et d'orientation. C'est-à-dire que si nous aujourd'hui au CEDAS on n'a pas la réponse, on n'hésite pas à réorienter vers nos partenaires locaux qui sont nombreux et de qualité. Et du coup c'est vraiment un travail interpartenarial tous ensemble. Pour mener à bien cette mission, Elina utilise régulièrement le répertoire du premier ASIP. Ça reprend en plus les différentes permanences, les lieux de permanence, les horaires, les numéros de téléphone. Enfin, c'est vraiment un outil précieux et bien complet, en tout cas pour notre territoire du pays de la Roche-au-Fay. Centres sociaux, services municipaux ou départementaux, clics, associations, CAF ou encore Pôle emploi,
Sur le secteur de la Rochauffée communauté, une trentaine de structures sociales sont impliquées. Accueillir avec bienveillance l'usager, écouter attentivement, bien informer et orienter vers le bon interlocuteur ou partenaire si besoin, voilà les clés d'un bon accueil de proximité afin d'éviter le non-recours aux droits et accompagner au mieux les habitants dans leurs demandes sociales. Marie-Christine travaille au CCAS de Retier depuis plus de 20 ans et est impliquée dans la ZIP. Pour cette professionnelle, la coopération et la bonne connaissance entre partenaires est indispensable pour bien remplir cette mission. En juin 2019, nous avons eu au Gentilleg une réunion avec l'ensemble des acteurs susceptibles de faire le premier ASIP. Alors ça va du CEDAS de Janzé à l'association des Restos du Cœur, en passant par le référent RSA, etc., les collègues des CCAS ou des mairies environnantes, afin de se connaître et de s'identifier. Je pense qu'il est plus facile de travailler en partenariat quand on a un nom avec un visage. Et il y a moins d'appréhension et ça crée du réseau et on a des contacts directs, ce qui permet aussi un gain de temps pour l'usager. À travers ces différents services, l'ADMR de Janzé travaille pour plusieurs centaines de familles du territoire, que ce soit à travers ses services à domicile, sa crèche ou les soins infirmiers. Au plus près des habitants et de leurs besoins, son implication dans l'ASIP est une évidence, notamment pour mieux informer les usagers sur leurs droits. Je pense que c'est fondamental pour permettre de satisfaire les patients que nous accompagnons. Une personne âgée qui vient accompagner de ses enfants pour la mise en place d'aide à domicile pour les gestes de la vie quotidienne. Elle vient pour des renseignements, pour connaître nos tarifs, nos modalités d'intervention. Et puis là, en cours de discussion, on se rend compte que les personnes ignorent tout de la possibilité de demander l'allocation pour l'autonomie. Et donc, on va les orienter vers le CLIC pour qu'ils fassent les démarches de constitution d'un dossier. Rejoindre le réseau des acteurs locaux de l'ASIP, c'est aussi travailler ensemble sur des problématiques spécifiques, réunions thématiques, annuaires sociales en ligne, échanges de pratiques, formations communes. Les modalités concrètes de l'ASIP peuvent prendre des formes très variées, avec un objectif commun, permettre aux professionnels et bénévoles de l'action sociale et de la solidarité sur le territoire de bien se connaître et se coordonner afin de répondre au mieux aux besoins des habitants. Donc il y a eu des outils qui ont été produits au-delà des formations qui ont lieu à l'échelle intercommunale quand les réseaux se lancent. C'est le guide départemental de l'accueil social inconditionnel de proximité. Donc en fait, ça reprend la description des principales structures, des principales démarches. Et puis vous avez aussi des aides à la conversation avec des logigrammes en fonction des situations, des questions qui peuvent être posées sur les séparations, le logement, toutes les grandes demandes qui arrivent. Et puis depuis peu, il est disponible sur le site que vous avez vu à l'écran, là, l'annuaire social, et il est téléchargeable. Et il y a un sommaire, il est assez pratique, la version numérique est assez pratique à utiliser puisqu'il y a un sommaire cliquable qui vous permet d'identifier assez rapidement ce que vous avez besoin et voilà, d'arriver à la page. Bonjour, Aloïsia Le Touzeau. Moi je suis responsable de la mission animation numérique et développement social à l'agence départementale du Pays de Rennes. Donc le département d'Ille-et-Vilaine est découpé en 6 territoires de pays. Voilà, donc moi je suis sur l'agence de Rennes. La spécificité de notre organisation, c'est que du coup on a des équipes en fait d'animateurs numériques. Donc moi j'encadre aujourd'hui 4 animateurs et animatrices numériques sur l'agence de Rennes. Et on a en fait la même organisation sur les 5 autres agences du territoire, avec des professionnels donc, qui étaient présents déjà depuis plusieurs années, puisque la démarche de favoriser l'accès au numérique au niveau du département d'Ille-et-Vilaine n'est pas nouvelle. Dès 2000, on avait des points d'accueil numérique. Ensuite, on a eu des animateurs qui sont venus sur un dispositif qui était plus à destination des collégiens. Et depuis la mise en place des agences, donc du coup, des professionnels qui sont aux côtés
de la vie sociale pour accompagner du coup les publics sur l'acculturation numérique, sur la médiation numérique, notamment en relation avec nos collègues travailleurs sociaux. Et donc du coup ces professionnels depuis plusieurs années font de la médiation numérique. Voilà, c'est la cartographie avec du coup l'ensemble des professionnels du département sur la médiation numérique. Donc en parallèle en fait de porter des actions de numérique auprès des enfants, des parents sur tout ce qui est réseaux sociaux, jeux vidéo, remettre la parentalité autour de l'écran, etc. On porte aussi des actions d'inclusion numérique en mettant en place des ateliers collectifs pour du coup permettre aux personnes qui en sont éloignées d'être formées, plus compétentes dans le numérique, dans le quotidien. De notre côté, nous, on ne fait pas les démarches administratives, puisque du coup, l'accompagnement des démarches administratives, ce sont nos collègues travailleurs sociaux qui le font. Et donc, du coup, on travaille avec eux pour pouvoir nous former sur le numérique et eux accompagner aux démarches. À côté de ça, on met en place, du coup, à côté de la ZIP, des réseaux des acteurs du numérique sur le territoire. Donc, c'est pareil sur une échelle intercommunale. Donc, dans la même idée que l'accueil social inconditionnel de proximité, où il s'agit de mettre les acteurs sociaux autour de la table, là, on va mettre les acteurs du numérique autour de la table. Pour une grosse partie, ce sont les mêmes, puisque du coup, au sein du numérique, quand il y a un accueil numérique, et du coup, c'est un acteur du territoire. Donc voilà, auquel nous, on va rajouter les espaces numériques, on va rajouter les médiathèques et les bibliothèques qui sont un lieu d'accueil social et un accueil numérique aujourd'hui. L'idée reste la même, de mieux se connaître, savoir ce que chacun fait, pour avoir animé du coup une réunion sur le territoire du pays de Château-Gironde, sur lequel moi je suis. Voilà, au sein d'une même commune, il y avait le CCAS et la bibliothèque qui étaient face à face et qui ne savaient pas que du coup l'un et l'autre étaient acteurs du numérique et faisaient les mêmes accompagnements auprès des citoyens. Donc voilà, il y a un vrai besoin de mise en réseau. Et pour cette mise en réseau, on s'appuie aussi sur un autre outil qui a été porté par le département, qui est une cartographie des acteurs du numérique. Cette cartographie, du coup, a vocation à mettre sur le territoire, à pouvoir cibler, en fait, derrière un acteur du numérique, c'est un lieu où il y a un équipement, c'est un lieu qui peut avoir une connexion, c'est un lieu qui peut avoir un accompagnement qui soit individuel ou collectif, en distinguant le type d'accueil aussi. Voilà, un espace pour accueil emploi va être sur un accompagnement en démarche à l'emploi, va être spécifié de cette sorte-là. À l'inverse, une médiathèque va pouvoir proposer une simple connexion ou à l'inverse, un accueil individuel ou collectif. Donc du coup, à travers cette cartographie qui a vocation à être collaborative, on situe en fait les acteurs et les structures sociales ou associatives peuvent ensuite orienter vers ces acteurs du numérique. Et la vocation du réseau aussi, au-delà de mieux se connaître, c'est aussi de pouvoir partager des problématiques communes et porter des actions communes pour pouvoir éventuellement proposer des offres numériques et réduire les trous qui sont dans la raquette. Bonjour, donc moi je suis Arnaud Laruillet, je suis donc responsable de l'unité accompagnement et inclusion au sein de Rennes Métropole. Fraîchement arrivé, donc ça fait un mois que j'ai pris mon poste. Donc je découvre encore pas mal de mes collègues depuis peu, on s'est rencontrés récemment. Donc moi je représente la Rennes Métropole aujourd'hui. Donc Rennes Métropole, il y a au niveau de l'inclusion et l'accompagnement, il y a déjà une longue histoire qui ça dure depuis plusieurs années. Et ça a été formalisé récemment par une politique publique qui a été votée par les élus en conseil municipal récemment, qui s'appelle Pour un numérique responsable. Donc je vous invite à consulter ce document sur le site de Rennes Métropole. Donc en fait, le numérique responsable, il s'articule principalement sur deux volets majoritaires. Donc on a le côté écologique et environnemental, et puis le côté social. Voilà. Donc il y a aussi d'autres volets, mais je vous laisse les découvrir. Donc moi je voulais faire un focus aujourd'hui particulier sur les conseillers numériques France Service. Donc si vous pouvez mettre le slide.
la métropole. Donc les conseillers numériques France Service, pour réexpliquer un peu recontextualiser, donc ils ont été... c'est un dispositif qui a été mis en place au moment du plan de relance. Donc ça a été financé par l'État. C'est en fait c'est lié un peu aux problématiques qui ont été relevées, notamment lors du confinement. On en a parlé tout à l'heure, de la fracture numérique qui s'est encore accentuée à ce moment-là. Donc il y a 4000 conseillers numériques qui ont été financés par l'État, même si on a vu tout à l'heure qu'il n'y en avait que 3000 qui avaient été recrutés. Donc au niveau de la métropole, on en a 19. Donc j'aurais aimé vous les présenter dans le détail avec une petite illustration. C'est pas grave, je vais vous les présenter comme ça autrement. Donc en fait, on a 19 conseillers numériques France Service, donc sur la métropole, qui donc ont été... voilà. Donc on peut passer à l'autre slide. Voilà. Donc le dispositif dont je vous parlais. Donc les 19, en fait, on se rend compte qu'ils ont des missions communes, hein, donc qui sont bien d'accompagner les citoyens et les professionnels sur différents domaines d'intervention. Donc on les retrouve en fait dans 6 espaces sociaux communs, hein, donc, qui sont sur Rennes. On en a aussi 5 sur les communes de Rennes Métropole. Donc, bien sûr, hors Rennes. On a 3 agents aussi, ça c'est une spécificité de Rennes. On a 3 agents, 3 on va dire, conseillers numériques qui sont dédiés aux agents de la ville en fait. Donc ça c'est, j'en reparlerai tout à l'heure, mais ça c'est vraiment une spécificité. Peu de collectivités ont mis ça en place encore en France. Et puis après on retrouve aussi des conseillers numériques sur les associations rennaises, hein, donc, et 2 sur les médiathèques, les 11 médiathèques de quartier. Voilà. Donc pour revenir un peu dans le détail, donc, les espaces sociaux communs, concrètement, moi j'ai un rapport là récent avec Laurence, qui est ma collègue, donc, qui me relève en gros qu'ils font ce qu'on disait tout à l'heure. Elle est là, pardon. Salut Laurence. Donc qui me disait en fait, pour témoigner, que ils sont plutôt sur, ils sont plus vraiment sur la médiation. Hein, c'est la problématique. Elle est, par exemple, je prends l'exemple des titres de séjour qui sont renouvelés. Donc ils sont sur des publics qu'il faut aider et ils interviennent dans une forme d'urgence. Donc c'est quelque chose qui au départ ne fait pas vraiment partie de leur mission, mais il n'empêche qu'il faut bien s'adapter aux contraintes du terrain. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi. Hein, les frontières sont un peu difficiles à définir entre les missions, puisqu'on est normalement, les conseillers numériques au départ, je vous le rappelle, sont faits pour autonomiser les personnes et accompagner les personnes, mais en tout cas, on ne fait pas à la place d'eux, jamais, c'est un principe de base. Après, sur le terrain, c'est pas tout à fait la réalité. Tu peux témoigner. Donc, je pense que vous en êtes conscient aussi. Et voilà, donc on est obligé de s'adapter toujours, et voilà. Et c'est vrai que le flou qu'on avait relevé tout à l'heure, que Claire Moser a relevé tout à l'heure, il est, les conseillers numériques, ils le vivent au quotidien. Quoi. Où s'arrête ma mission, jusqu'où je vais, est-ce que je peux faire ça, est-ce que j'ai la capacité, et en plus c'est des gens qui effectivement au niveau formation viennent des différents horizons. Donc la problématique supplémentaire, elle est qu'ils n'ont pas forcément non plus toutes les réponses. Quand on vient leur poser des questions au niveau accompagnement social et ce genre de choses, ils se sentent aussi parfois démunis et ont peur de ce qu'on disait tout à l'heure, de dire des bêtises ou de mal faire. Donc ça, c'est vraiment des choses auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Donc, on peut rester, je pense, sur la précédente. Donc, je voulais revenir quand même sur la spécificité des 3 agents Rennes Ville et Métropole. C'est-à-dire que on a des agents qui sont, on a parlé aussi tout à l'heure, qui peuvent être éloignés du numérique et qui pourtant ont parfois à accompagner aussi des gens sur le numérique, des usagers. Donc la problématique, elle est déjà de les former. Donc il y a une décision qui a été prise au niveau de la métropole, c'est-à-dire de former tous les agents. Donc en gros, pour vous donner des chiffres, il y a 6000 agents sur la métropole et on estime à peu près, en tout cas il y a 2900 agents qui n'avaient pas accès au numérique, qui n'avaient pas
du tout d'accès numérique. Donc il a été décidé de créer une identité numérique pour tous ces agents. Donc, et ça veut dire qu'ils sont aussi accompagnés par les conseillers numériques qui leur permettent en gros d'avoir le minimum d'accès, c'est-à-dire une boîte mail et un accès à l'intranet. Alors pourquoi un accès à l'intranet? Parce que sur l'intranet de la ville, on a la possibilité d'avoir accès aux droits sociaux, on a le droit au CE, on a le droit aussi à tout ce qui est congé, etc. Tous les textes de loi, tout le réglementaire est déployé là. Donc ces gens-là qui n'avaient pas d'accès direct, on peut estimer qu'ils n'avaient pas accès à ces droits-là. En tout cas, ils étaient tellement éloignés qu'ils n'avaient même pas les informations. Les informations ne circulaient pas dans les services. Donc ça a été une décision assez forte. Et on est en train de former ces agents. On les accompagne pour qu'ils puissent justement avoir un accès minimum assez bon. Donc là, on peut enchaîner. Donc après donc je ne reviens pas sur les points clés, puisqu'on en a déjà parlé, tout le monde est concerné, effectivement. On est vraiment sur différentes thématiques. Après, c'est très très varié, le spectre est très large. Ça va des démarches aux usages, harcèlement. On a, on va dire, en gros, deux types de publics, on peut dire. On intervient pour du curatif, c'est-à-dire des gens qui vraiment ont raté le train du numérique. Mais on est aussi, il y a un volet, notamment avec les plus jeunes, un volet préventif. C'est-à-dire qu'on est en train de mettre des partenariats en place avec les écoles, même avec les plus jeunes, pour expliquer, avant qu'ils aient les smartphones dans les mains même, les risques, ce qui se passe, le cyberharcèlement, tout ce qu'on entend, qu'ils soient sensibilisés déjà dès leur plus jeune âge. Ça, c'est une volonté aussi qu'on essaye de développer. Après, le dispositif est très jeune, donc on tâtonne encore, on essaye de faire évoluer, puisque ce que disait aussi Pierre disait tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas vraiment de visibilité, puisque effectivement le ministre nous a dit qu'on aurait normalement une pérennisation pour 18 mois à 2 ans, mais rien n'est vraiment acquis pour le moment, donc on a aussi ce questionnement, et notamment, moi, pour travailler au quotidien avec le conseiller numérique, cette précarité pèse aussi sur eux, évidemment. Donc voilà, donc le petit bilan chiffré quand même, pour vous dire que ça travaille quand même pas mal, puisque là, on est entre mai et septembre 2022. Donc on a 6000 personnes accompagnées, 730 accompagnements individuels et plus de 200 ateliers. Donc on a, pour l'accompagnement, vous l'avez compris, on a soit les accompagnements individuels, soit les ateliers, ces deux formes qu'on propose pour tous les usagers. Voilà, si vous avez des questions. Je me permets juste de rajouter quelque chose, je crois qu'il y a un terme qu'on n'a pas utilisé depuis le début de la matinée, qui sont les termes de lien social, et qui sont pourtant un point d'ancrage hyper important. Alors pas forcément quand on parle d'accès aux droits, parce que c'est bien ce qui est malheureux, mais c'est que souvent quand les gens arrivent pour accéder à leurs droits face à un travailleur social, un médiateur numérique ou n'importe quel autre professionnel ou bénévole, souvent lui le lien social c'est pas forcément ce qu'il veut en priorité, ce qu'il veut lui c'est accéder à ses droits, c'est que la case soit cochée et qu'il reparte avec ce qu'il est, voilà. Par contre, la différence entre la médiation numérique pour accéder à ses droits et la médiation numérique qui est le cœur du travail à la base et qui devrait être le cœur du travail des médiateurs numériques, c'est vraiment la différence, c'est le lien social. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'ateliers de médiation numérique qui sont à plus de 70% fréquentés par des plus de 60 ans. Et que, ça c'est les statistiques, aujourd'hui on le voit bien, quand vous poussez la porte d'un centre social ou d'une médiathèque à 15h un mardi après-midi, si un atelier multimédia ou numérique, vous avez quand même de fortes chances d'avoir en face de vous un public de plus de 60 ans qui est venu à la fois pour apprendre, mais aussi pour tout simplement être là avec d'autres personnes et rencontrer d'autres personnes. Le sujet, j'allais dire, c'est parfois... Voilà, donc un tiers sur Rennes Métropole. Il y a des tests qui sont faits parfois de proposer, je pense à la maison de quartier de Villejean, ils proposent des ateliers de 18h à 20h, et là bizarrement,
la balance est plus du tout la même en fait au niveau des âges. Vous proposez des ateliers le samedi, la balance au niveau des âges n'est plus du tout la même. Et on voit bien qu'en fait on a aussi des actifs ou des gens en recherche d'emploi qui souhaitent monter en compétence sur le numérique. Donc ça questionne aussi beaucoup sur les horaires d'ouverture des lieux de médiation numérique, qui parfois sont adaptés finalement aux gens qui peuvent y venir. Voilà. Et donc c'était juste une petite précision parce que souvent quand on interroge les médiateurs numériques ou les animateurs multimédia, ils nous disent j'ai plus l'impression de faire l'accompagnement social que de faire de l'accompagnement véritablement au numérique, quoi. Voilà. Donc ça c'est, enfin je sais pas si tu t'y retrouves Laurence dans ce que je te dis, toi qui es professionnel, mais c'est souvent le cas. Voilà. On peut passer aux questions-réponses, si cela suggère quelques questionnements. Alors bonjour, donc Laurence Soblowski, donc je suis la coordinatrice des espaces numériques dans les espaces sociaux communs. Je voulais apporter quelques petites précisions. Alors effectivement, on a une équipe un projet qui s'articule entre l'accès au droit et la médiation numérique, ce qui pose effectivement un certain nombre de questions vu effectivement les développements qu'on a vus ce matin et la difficulté d'articuler ces deux actions en elles, même si je maintiens, on peut faire de la médiation numérique en accompagnant des démarches en ligne, à condition qu'effectivement on soit sur des démarches de base, c'est-à-dire pouvoir apprendre ce qu'on disait tout à l'heure sur joindre un document, etc., etc. Il y a plein de choses que l'on peut accompagner. Par contre, effectivement, la grosse difficulté, c'est quand les administrations et particulièrement effectivement les services publics ne remplissent pas leur mission d'accueil de leur public et de pouvoir accompagner physiquement les personnes. Et ça, effectivement, ça nous met en difficulté, notamment, effectivement, on l'a vu hier sur le droit des étrangers. Donc, c'est effectivement une grosse problématique que l'on a. Moi, je voulais aussi apporter une précision concernant une précision. En tout cas, moi, mon regard par rapport aux travailleurs sociaux que l'on côtoie au quotidien. La plupart sont effectivement eux aussi en difficulté dans leurs usages numériques. Et leur mission principale n'est pas de réaliser des démarches en ligne, mais bien de faire de l'accompagnement social. Ce qui fait qu'ils rejettent, en tout cas certains sont en difficulté sur ces demandes-là, parce qu'elles sont de plus en plus nombreuses et ils n'ont pas le temps, vu le nombre d'accompagnements qu'ils doivent réaliser, toutes ces démarches. Donc ils renvoient effectivement vers les espaces numériques, par exemple, vers nous, mais sans faire de réelles liaisons et sans se soucier de savoir est-ce que les médiateurs qui vont accompagner effectivement ces personnes-là sont réellement formés pour les accompagner. Donc on se retrouve avec des médiateurs numériques qui deviennent des travailleurs sociaux numériques sans avoir ni la formation, ni toutes les compétences, et on leur demande de plus en plus. Aujourd'hui, pour un titre d'exemple, on est débordé de chez débordé. On accueille hier encore un médiateur accompagné sur une permanence de 3 heures, plus de 18 personnes, et 6 personnes ont été encore réorientées ailleurs, et on est comme ça tous les jours. Donc j'essaye de renforcer mon équipe à 2 personnes sur chaque permanence, mais s'il y a un absent comme c'est le cas cette semaine, on ne peut plus gérer. Voilà. Donc je sais qu'effectivement on essaye de s'appuyer notamment sur, quand on le peut, sur des bénévoles de la plume, quand on peut se compléter sur des démarches pour d'un côté effectivement le côté administratif des écrivains publics et de l'autre côté les démarches la dématérialisation de certaines activités. Je pars là vraiment sur des gestes techniques numériques, mais malgré tout on est bien d'accord, ce n'est pas suffisant et ce n'est pas ni aux bénévoles d'assurer effectivement les missions de service public, ni aux médiateurs numériques de pouvoir combler et d'éponger tout ce qu'ils font actuellement. Voilà. Une intervention en haut. Oui. Oui, je voudrais revenir sur ce qui a été dit. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Vous avez dit qu'il y avait 2900 agents sur les 6000, donc presque la moitié de Rennes Métropole, qui n'ont pas accès au numérique. Est-ce que, alors bon,
il a été dit tout à l'heure que les gens qui avaient des smartphones n'étaient pas forcément habilités à faire du numérique. Donc, est-ce que vous pouvez me repréciser de cette notion, parce que ça me paraît énorme, qu'un agent sur deux de Rennes Métropole... En fait, ce sont des agents qui sont des agents de terrain, hein, principalement. Donc, dans les écoles ou dans l'entretien des jardins, ce genre de choses, d'accord. Donc, ces gens-là ne sont pas en lien direct avec le numérique dans leur pratique professionnelle. Et donc, il a été décidé de leur créer une identité numérique. C'est-à-dire que ces gens-là n'avaient pas d'adresse mail jusqu'alors, et n'avaient donc pas accès, ce que je vous disais tout à l'heure, à l'intranet notamment, qui est une source d'information. Mais après, ça ne veut pas dire que individuellement ou dans leur vie de tous les jours, ils n'ont pas d'accès. Il n'y a pas de fracture numérique là-dessus, mais enfin, n'empêche qu'on remarque quand même que il y a quand même une partie de ces personnes-là qui sont en difficulté par rapport au numérique. Et d'ailleurs, pour les identifier, parce que c'est aussi cette difficulté, on a aussi cette difficulté-là de savoir vraiment quel pourcentage de ces personnes-là sont en difficulté, on a ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les tests PICS. C'est-à-dire que chaque agent passe un test PICS, ce qui nous permet après d'évaluer son niveau de difficulté et de fracture numérique. Mais il n'empêche que ce recensement est très, très compliqué à faire. Puisque dans leur pratique du quotidien, ils n'ont pas besoin du numérique. Donc il est très difficile de les identifier. Ça répond à votre question ? Merci. Il nous reste 5 minutes. Donc une dernière question peut-être. En attendant que le micro arrive, juste deux petites choses. Agir ABCD intervient déjà en matière d'accompagnement, donc ce qui a été dit ce matin, et notamment par Pierre Mazet, confirme l'importance de toutes vos équipes sur le terrain, forcément, pour accompagner les différents publics. La deuxième chose, c'est qu'on a parlé aussi de la double peine, et indépendamment de l'usage de l'informatique et autres, le besoin d'être rassuré. Alors vous êtes un exemple concret, puisque effectivement les personnes ont besoin de votre accompagnement. Si besoin était de vous rassurer, je suis pas sûr, dans sa mission de mise en relation entre des associations et des candidats au bénévolat, sachez que beaucoup de personnes qui viennent vers France Bénévolat, d'abord sur notre site, il y a pratiquement 50% qui ont pris leur décision en voyant les missions sur notre site, mais 50% viennent malgré tout nous voir, et dans l'unique but d'être rassurés. Ils ont pris leur décision, mais ils ont besoin en fait de confirmer cette décision à eux-mêmes, les yeux dans les yeux avec quelqu'un en face d'eux. Oui, c'était juste une question pour Monsieur Potier, je crois, par rapport au Hub Bretagne. Je voulais savoir, vous avez parlé de chantiers prioritaires, d'identification de chantiers prioritaires, quels sont-ils ? Alors, ils sont en cours de définition, en fait, sur la phase d'amorçage. L'objectif de réaliser un peu un diagnostic des besoins, c'est justement de pouvoir identifier 1, 2 ou 3 ou 4 chantiers qui seront un peu la feuille de route politique et stratégique du hub. Nous, on est sur le terrain en tant que technicien, on a un comité politique et stratégique avec des élus et un représentant de l'État qui est le secrétaire général adjoint Franck Charon de la préfecture. Et en fait, on réalise des comités politiques et stratégiques tous les 2 à 3 mois pour justement interroger de qu'est-ce que va devenir le hub à la fin de cette phase d'amorçage. Après, si aujourd'hui, moi, je devais vous donner des potentiels chantiers, je pourrais, alors ça n'engage que moi, mais il pourrait, bien entendu, par exemple, y avoir un chantier sur l'accès au droit et l'inclusion numérique. Il pourrait y avoir un chantier également sur la formation des professionnels de la médiation numérique à la reconnaissance de leur métier, ce qui est un gros point noir aujourd'hui, puisque chacun y va à sa sauce, et même d'ailleurs dans les collectivités territoriales, on ne sait pas s'ils vont rentrer contractuels, catégorie C, catégorie B, il n'y a pas de concours. Donc là, il y a vraiment un travail qui est engagé depuis de longue date. Et puis voilà, donc après, et sur les chantiers, en fait,
un autre chantier, mais qui est transversal, c'est vraiment comment on fait pour faire en sorte de croiser les regards. Comment on fait pour faire en sorte que le monde scientifique, le monde de la formation, les techniciens sur le terrain, on les mette à un moment ou à un autre tous autour d'une table. Comment on fait aussi pour sensibiliser les élus, qui est un gros point de travail, puisqu'on a beaucoup d'élus des territoires, des maires de communes, des présidents d'interco, qui sont très éloignés de ces sujets-là, qui ont peu ou pas de connaissance en fait des besoins du terrain et de la réalité du terrain. Et donc c'est trouver des élus qui sont capables de porter un peu, de prêcher la bonne parole et d'être sensibilisés. Voilà, donc si je devais donner un peu les pistes, mais il y en a beaucoup en fait, je vais être honnête avec vous, la complexité fait qu'on n'est que 2,5 en plus aujourd'hui, et qu'on part un peu dans tous les sens, et qu'il va falloir à un moment ou à un autre justement dire, bon voilà, c'est ça les priorités quoi. Merci. Alors, peut-être juste préciser la position de la plume, parce que ça a été évoqué tout à l'heure. Donc, nous sommes confrontés à ces accompagnements et nous avons pris un parti sur l'ADT, c'est de se dire, arrivons en complémentarité des conseillers numériques. Donc, lorsqu'un usager vient nous voir pour une démarche, déjà, on s'assure qu'il a une adresse électronique et s'il ne l'a pas, on l'oriente vers les conseillers numériques, sachant que c'est un moment d'explication. Avoir une adresse électronique, il faut savoir s'en servir, et je pense que c'est votre rôle de pouvoir prendre le temps et de pouvoir expliquer ce que c'est qu'une adresse électronique et quel usage on peut en faire. Donc voilà, nous pouvons participer tout en sachant que le terrain est aussi balisé, parce que de l'autre côté il y a l'instruction des droits, et là c'est difficile d'aller vers l'instruction des droits. Donc on reste sur cette marge où on peut accompagner les personnes pour faire des mises à jour de dossiers, ou bien dans certains centres sociaux, il y a une organisation qui a été tout à l'heure évoquée, où nous préparons des dossiers, je pense à la naturalisation, les dossiers de naturalisation, on prépare les dossiers papier, et après, effectivement, le conseiller numérique prend la main pour aller faire la démarche. Donc voilà, on est en train de chercher, et puis de trouver notre place dans cet accompagnement numérique. Et juste préciser aussi le droit de la personne de ne pas avoir d'adresse mail en fait, et de pouvoir continuer à accéder à ses droits sans avoir besoin d'accéder au numérique, parce que, et là pourtant je suis un fervent défenseur qu'il faut former les gens, ceux qui le souhaitent. Par contre c'est aussi respecter le souhait de gens qui ne veulent pas avoir d'accès, qui ne veulent pas accéder au numérique, et qui parfois, pour des gens très âgés par exemple, est le cas, ils n'ont jamais été formés et ils ne souhaitent pas être formés, et cognitivement c'est très compliqué pour eux en plus par exemple, donc voilà. Oui, d'accord. Nous éditons les CERFA, donc nous accédons, donc on va éditer les CERFA, effectivement on complète ça et on fait en sorte que ce soit envoyé, ou bien on oriente vers les maisons France Service aussi. Donc voilà. Je tenais à vous remercier de votre participation, de nous avoir exposé ce sujet. Merci Pierre Mazet pour cette attribution. Merci François Potier, Arnaud Leruillier, à Louisa Toussaint et Cécile Desfoy. Merci beaucoup.